Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à SIG 2023, c'est la 27e conférence francophone des utilisateurs Esri. Comme chaque année, c'est évidemment pour moi un très grand plaisir d'ouvrir la session plénière de cette conférence. Cette conférence, c'est toujours un moment très spécial. C'est celui où se réunit la communauté francophone Esri. C'est votre moment. Vous allez partager des expériences, vos expériences avec vos pairs. Vous allez apprendre, vous allez vous former, vous allez influencer, vous allez étendre votre réseau et faire des rencontres. Cette semaine, c'est aussi un moment important pour nous, pour pouvoir vous informer de nos dernières innovations, mais aussi pour vous écouter. C'est le moment de nous faire passer tous vos feedbacks. Alors dans le détail, SIG 2023, ce sont 350 sessions au total, dont une vingtaine en présentiel en ce moment même, à Marseille, Nantes, Toulouse, Lyon et Paris. Bonjour à tous qui vous êtes réunis pour la journée dans ces sessions. Ce sont plus de 150 communications utilisateurs faites par vous, pour vous. C'est vraiment le cœur de la conférence. 150 ateliers techniques, des ateliers métiers, des clubs, des théâtres de démonstration. 4 masterclass pour plus de 1000 places de formation disponibles. C'est un village de 53 partenaires qui n'attendent que vous. 5 concours, dont les 24 heures de SIG. C'est 3 lives quotidiens en direct de notre studio au siège d'Esri France à Meudon. SIG 2023, c'est aussi les grands témoins. Toujours aussi inspirant, mercredi à 14h en direct, nous retrouverons Pierre Aski, journaliste spécialiste de géopolitique et président de Reporters sans frontières. Et jeudi, toujours à 14h, Laurence de Villers, une des grandes spécialistes françaises de l'IA, partagera 1 heure avec nous. Alors, toujours du fun, avec cette année une énigme chaque jour, où est Globy ? Un géoquiz quotidien richement doté en prix, et bien sûr, la saison 4 des Stars de la Géo, animée par Julien Lepers, c'est tous les soirs à 17h, finale vendredi à 16h. Alors, toujours vendredi, juste avant la finale, on se retrouve à 14h en direct pour la remise des prix des concours. Puis, la session de clôture avec une séance ouverte de questions-réponses. Bref, une semaine bien remplie, mais aussi une formule digitale qui vous laisse de la flexibilité avec les replays pour revoir les sessions auxquelles vous n'avez pu assister en direct. Enfin, SIG 2023, c'est aussi un partenariat avec Esri Suisse, Esri Belux, Esri Canada et Esri Sénégal. C'est la rencontre de la communauté francophone. J'adresse un salut amical à tous ces participants. Alors j'ai le plaisir maintenant d'accueillir celle qui m'accompagne pour la 4e fois pour animer cette session plénière, la journaliste Marjorie Paillon. Bonjour Marjorie. Hello Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à la communauté francophone d'Esri. Je suis ravie d'être à vos côtés évidemment pour cette nouvelle édition de SIG 2023, un géo-événement qui va nous inviter à explorer de nouvelles frontières, je crois Christophe. Tout à fait Marjorie. Pour démarrer cette session plénière, on prend toujours un peu de hauteur. Finalement, nous, chez Esri, notre métier, c'est de fournir à nos clients des outils efficaces pour valoriser la géographie dans leur métier. Avec ces outils, ils décrivent leur monde, ils mesurent leur monde. Ils exploitent la géo pour y poser des questions dont les réponses permettront de mieux comprendre, de mieux collaborer, décider et à la fin agir. Vous, les géomaticiens, vous manipulez une matière extraordinaire. La géographie et plus précisément, puisqu'on parle de numérique, la dimension géographique de l'information. Cette matière, elle révèle des secrets cachés. Elle confère un pouvoir d'analyse hors du commun pour effectivement comprendre et agir. La géographie, et c'est aussi pour ça qu'elle nous passionne, c'est fondamentalement une exploration. On découvre, on mesure, on cartographie, on comprend et on va plus loin. En 1690, quand cette carte du pôle sud de la Terre a été dessinée, les informations sur l'Antarctique étaient fragmentaires. On parlait alors de terra incognita. Le cartographe inscrit sur la carte Terra Australis Incognita. Si je comprends bien, tu nous invites à un voyage en terre inconnue, j'ai presque envie de le mettre au pluriel d'ailleurs. Ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de territoires à découvrir. Tout à fait, hein. Même sur la Terre, sans quitter la Terre, il reste des territoires à découvrir. Sais-tu par exemple que seulement 20% des océans du globe ont été explorés, des fonds océaniques ont été explorés. Le globe qui s'affiche actuellement représente le niveau de connaissance qu'on a des océans. Quand les océans sont en noir sur le globe, ça veut dire qu'on n'a pas été mesuré
directement la profondeur, la bathymétrie, la topographie du fond de l'océan. Lorsqu'ils sont bleus, ça a été mesuré. 80% des océans ne sont pas explorés aujourd'hui, alors même qu'on vient de signer un traité international de protection des hautes mers, sous l'égide de l'ONU. Les hautes mers, c'est 50% du globe. Ce traité est primordial pour arriver à un objectif qui suit la COP15, de protéger 30% de la Terre à l'horizon 2030. Comment peut-on protéger ce qu'en fait, fondamentalement, on ne connaît pas vraiment ? Ouais, les chiffres que tu nous donnes sont considérables. Ce qui est considérable aussi, d'ailleurs, c'est le volume de données qui sont disponibles aujourd'hui avec toutes les avancées technologiques. On va beaucoup y revenir tout au long de cette séquence plénière. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on est en train de redécouvrir ces terres, ou plutôt ces mers d'ailleurs? Tout à fait, toujours plus de données, toujours plus précises pour redécouvrir la Terre. C'est exactement ça, Marjorie. Alors, la séquence que vous allez voir s'afficher affiche le pic du Midi, l'observatoire du pic du Midi dans les Pyrénées. Ce que vous voyez là, ce sont des données du programme LIDAR HD de l'IGN. Ce sont des données qui vont décrire très précisément le territoire français en 3D, progressivement d'ici 2026. Ces nouvelles données, ça ouvre la voie à des tas de nouvelles applications, notamment dans l'appui aux politiques publiques en termes agricoles, forestiers, en termes de prévention des risques. L'utilisation, l'exploitation, la valorisation de ces nouvelles données, ce sont de nouvelles frontières pour les géomaticiens. Alors, non seulement on a plus de données, mais ce qui pousse aussi un peu les frontières, c'est que les outils évoluent. Et cette évolution des outils, elle permet aussi d'aller plus loin. Par exemple, le développement très rapide d'outils basés sur l'intelligence artificielle dans les systèmes d'information géographique, allié à la mise en place d'infrastructures massives de calcul sur le cloud, permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin en analyse spatiale que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Sais-tu, Marjorie, par exemple, que notre plateforme ARGIS intègre désormais plus de 60 modèles de machine learning pour reconnaître sur de l'imagerie satellitaire des bâtiments, des piscines, des avions, des voitures et même des éléphants pour pouvoir les compter et les protéger. Alors non, je ne savais pas. Merci pour l'info en l'occurrence. Et puis ça veut dire qu'il faut revenir parfois à la base énormément de modèles de langage justement et d'intelligence artificielle, là aussi, au pluriel, intégrés aujourd'hui justement chez toi. Tout à fait. On publie sur notre plateforme une carte mondiale d'occupation du sol, par exemple. C'est une carte mondiale qui a déjà 5 millésimes depuis 2017, co-éditée avec Microsoft, Esri et une start-up qui s'appelle Impact Observatory. Cette carte mondiale d'occupation du sol, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est produite très rapidement à partir d'algorithmes d'apprentissage profond qui permettent d'avoir une vision globale de l'occupation du sol, pertinente, cohérente sur toute la surface du globe, avec des millions et des millions d'entraînements sur des échantillons d'imagerie. Avec ce type de données, on peut facilement et interactivement, par exemple, consulter les données sur ce que vous voyez à l'écran, le nord du département des Yvelines, et se rendre compte de l'évolution de l'artificialisation des sols. Ici, entre 2017 et 2022, les surfaces bâties ont augmenté de 2% en superficie, au détriment de la forêt et de la culture. Ça correspond à 40 km², soit l'équivalent de 6000 terrains de football qui ont été artificialisés en 5 ans. Tout ça, on l'apprend très rapidement grâce à ces données massives. Alors Marjorie, pour conclure cette vision, tous ces nouveaux algorithmes, toutes ces nouvelles données, tous ces nouveaux outils font réellement des géomaticiens des pionniers en quête de nouvelles frontières à atteindre et repousser. Des géomaticiens explorateurs, comme c'est beau. Et justement, ça nous permet d'ouvrir le bal de nos exemples, les exemples d'utilisateurs et d'utilisatrices Esri qui justement se distinguent et explorent avec vous ces nouvelles frontières. Tout à fait. On va commencer par un utilisateur qui se frotte à la nouvelle frontière de l'océan, aux dernières frontières de l'océan. Cet utilisateur, c'est Alcatel Submarine Network, un des leaders mondiaux de la pose de câbles de télécommunications sous-marins. Alcatel Submarine Network a mis en place depuis 4 ans une plateforme SIG d'entreprise qui leur permet de consolider la vision de leurs infrastructures et de la partager au sein de l'entreprise vers les utilisateurs internes, vers leurs propres clients, comme plateforme de collaboration et d'échange. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ce SIG? Ils cartographient les câbles sous-marins. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est une carte des températures du fond de l'océan le long du trajet du câble sous-marin. C'est un paramètre très important pour la conception du câble et sa maintenance.
On peut aussi faire de la cartographie des risques météo des campagnes de pose des navires câbliers. La pose du câble sous-marin est une opération complexe, sensible et très sensible à la météo. Et enfin, la dernière carte que vous voyez est une carte des juridictions maritimes traversées par les câbles sous-marins. Ces juridictions maritimes renvoient à l'aspect extrêmement géostratégique de ces infrastructures de communication. Et même plus loin, ça renvoie à l'aspect très stratégique, en général, de la connaissance des fonds marins par les grandes puissances maritimes mondiales. Et un enjeu absolument nécessaire en matière de souveraineté, notamment numérique, économique et industrielle. Nouvel exemple. Alors, on l'a dit tout à l'heure, explorer, mieux connaître. Et mieux connaître, c'est pouvoir protéger. C'est ce que va illustrer notre prochain exemple, toujours en relation avec le milieu marin. Et vous le voyez justement autour de nous, ce milieu marin, il est en train de se découvrir petit à petit. Je sais que cet exemple te tient particulièrement à cœur, Christophe. Te Mana o Te Moana, c'est justement le nom de cette association polynésienne qui s'attache à la défense, à la compréhension, à l'éducation des fonds marins, justement, des atolls polynésiens. Elle porte bien son nom, cette asso, parce que justement, ça veut dire l'esprit de l'océan en langue polynésienne. Il y a un centre de soins, évidemment, pour aider ces tortues marines. On les voit là, encore une fois, autour de nous sur ce plateau. Centre de soins, mais aussi un engagement avec les écoles, notamment de l'atoll de Moorea, pour pouvoir prendre soin de ces animaux, tortues marines, mais aussi tortues vertes. Tout à fait. Esri France soutient depuis de nombreuses années cette association dans ses actions de conservation, de préservation, mais aussi d'éducation, comme tu l'as dit. On a voulu mettre l'accent cette fois-ci sur les campagnes de recensement des tortues marines femelles, préalables au suivi de leur ponte sur les plages des atolls. Ce que vous voyez à l'heure actuelle, un utilisateur qui va sur le terrain avec son outil Survey 1, 2, 3 pour recenser les pontes des tortues, mais ils ont aussi étudié la prédation sur les tortues, sur les nids de tortues, et notamment pour les caveux. Sais-tu ce que c'est qu'un caveux, Marjorie? J'ai cru comprendre que c'était un crabe. Alors oui, prédateur des autres tortues, mais qui visiblement se déguste aussi dans les restaurants. Oui, il peut se déguster. Le caveux, c'est le crabe des cocotiers géants des atolls polynésiens, qui peut être effectivement un prédateur redoutable pour les petites tortues. Donc on voit ici que le SIG est indispensable, primordial pour mieux connaître les tortues en l'occurrence, pour protéger cet écosystème déjà fragilisé par le changement climatique. Alors dis-moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, Christophe, parce qu'on va partir sur notre troisième exemple de la matinée et on n'a pas encore parlé de jumeaux numériques. Je suis étonnée. Ouais, c'est pourtant notre sujet de conversation favori depuis quelques années avec Marjorie. Alors, effectivement, on va parler de jumeaux numériques, du jumeau numérique du territoire, puisqu'on est chez Esri et dans la géographie. Et il y a un an, lors de cette session plénière, on a annoncé une nouvelle offre pour Esri France qui s'appelle 3D Twin pour Argis. Un jumeau numérique du territoire sur étagère, coproduit par Géofit, notre partenaire, et Esri France. Et depuis, un certain nombre de clients se sont équipés de 3D Twin pour Argis. Et l'exemple qu'on veut mettre en avant à cette conférence, c'est le groupe ADP, numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire, que vous connaissez bien. ADP a acquis 3D Twin pour Argis sur le site de Roissy Charles de Gaulle. Alors, à quoi est utilisé ce jumeau numérique? Ça veut dire que pour ADP, ils en ont fait le socle de leur programme en cours de mise en place de jumeaux numériques de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est un socle qui va répondre à de nombreux besoins et cas d'usage, de visualisation tout simplement, d'information sur l'aéroport, de communication autour de l'aéroport, mais aussi d'analyse spatiale, d'implantation de caméras de surveillance, de calcul de zones de visibilité, voire d'insertion dans le jumeau numérique, de maquettes de projets d'infrastructure, des maquettes BIM, pour étudier leur impact finalement sur l'aéroport, y compris par exemple sur la visibilité à partir des tours de contrôle, ce qui sont des paramètres très importants. Un jumeau numérique qui devient encore une fois un observatoire, un phare pour pouvoir craquer toutes ces problématiques. Pour aller plus loin, ne ratez pas justement la session 3D Twin pour Argis. Ce sera ce vendredi à 11h.
très précises. Des collectivités territoriales, on le voit, qui sont en première ligne sur le jumeau numérique. On va partir à Toulon tout de suite, justement, auprès de la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, qui déploie depuis quelques années une stratégie, justement, de territoire intelligent. Cette stratégie, elle est ambitieuse et elle est surtout basée sur le SIG. On regarde tout de suite. Bonjour, je m'appelle Hervé Stassinos, je suis maire de la belle ville du Pradet qui se situe dans la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée. Toulon-Provence-Méditerranée, c'est un ensemble de 12 communes qui présentent une population de 450 000 habitants et 200 km de côte parce que bien sûr, comme chacun le sait, Toulon, c'est sur la belle mer Méditerranée. Dans le cadre de cette vice-présidence de la métropole, j'assure ce qui est attractivité économique et en particulier la partie numérique. Chacun sait qu'aujourd'hui le numérique c'est une composante importante de nos collectivités. Il y avait une nécessité il y a quelques années de moderniser nos appareils. Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire et c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui et c'est pour ça qu'on travaille en permanence avec les équipes de la métropole pour mettre en place une stratégie Smart TPM et la déployer au fil des ans. Alors dans le cadre de cette stratégie TPM et de son déploiement, il y a bien sûr le service SIG qui fait beaucoup depuis longtemps. C'était un peu le précurseur de la Smart Métropole, puisque ce service fait beaucoup de choses au niveau de la métropole, notamment en termes de cartographie, de repérage des risques, que ce soit les risques d'incendie, des risques d'inondation. Ce sont deux risques qui sont assez importants pour nous dans le sud. Et le service SIG s'est attaqué à ce problème depuis des années, puisqu'on a mis des capteurs un petit peu partout. Ça permet à la fois de récupérer des données et puis surtout d'être en alerte à l'instant T, en temps réel. Faisons un focus sur le projet Smart TPM. Pour cela, je vous propose de rejoindre notre chef de service de la transformation numérique et de ses usages. En effet, le projet Smart TPM, né fin 2019, consiste à gérer les données territoriales comme un bien commun, de référence, fiable et sécurisé. La métropole doit pour cela organiser la collecte et l'agrégation des données du territoire. Avec mes collègues Lise Sarrault, Virginie Cabon et Aymar de Froberville, nous avons ainsi dû mettre en place un réseau expérimental de capteurs de données, ainsi qu'une plateforme de données territoriales ingérant les données en temps réel pour aboutir à la mise en place d'hyperviseurs thématiques pour optimiser la gestion interne, créer des services aux citoyens, mais aussi répondre aux enjeux climatiques en contribuant au plan climat-air-énergie territorial. Ce projet, labellisé Smart Territoire, a été déposé à la région dans le cadre d'un appel à projet FEDER et a été retenu pour bénéficier de subventions. À la suite d'un audit, nous avons fait le choix d'utiliser les outils Esri pour créer notre plateforme de données et les services associés, car la gamme ARGIS répondait aux besoins de notre projet. Par le biais d'un appel d'offres, la société Sogetrel a été choisie pour la création du réseau LoRa, la pose et la maintenance des capteurs. Nous avons aussi choisi Arcité en tant qu'intégrateur des solutions Esri. Les domaines d'études portent sur l'environnement, les transports et mobilité, l'énergie et la gestion des risques. Afin de centraliser et ouvrir au maximum les résultats du projet, nous avons créé le portail Data que nous allons maintenant vous présenter. En effet, pour affirmer la stratégie data de notre collectivité, nous avons souhaité mettre en place un site web, le portail data. Le but de ce portail, c'est de centraliser et de partager la donnée aux utilisateurs grâce aux outils que nous mettons à disposition. Notre objectif a été de développer l'ensemble du portail et des applications sur les outils Esri. L'idée, c'était de rationaliser les sites, mais aussi la maintenance et les coûts du projet. C'est pourquoi, en nous appuyant sur l'expertise des équipes d'Esri France et une société de graphisme pour l'ergonomie et le design, nous avons naturellement opté pour la solution ArcGIS Experience Builder, permettant la création d'un site web rapide, intuitif et totalement intégré avec les autres outils du système ArcGIS. Notre portail data s'adresse à la fois au grand public, mais également aux agents de la métropole via un espace sécurisé dédié. Pour le grand public, nous les invitons à explorer notre territoire grâce au contenu que nous créons, au travers des articles présentant la démarche de la métropole, diverses cartes thématiques, des tableaux de bord, des indicateurs, mais aussi via la diffusion de données en open data. Nous utilisons ainsi toutes les capacités offertes nativement par le système ArcGIS. En effet, la donnée brute n'est pas facile à lire de prime abord. Nous avons donc choisi de la présenter d'une autre manière en combinant plusieurs types de représentations. Pour les agents de la métropole, nous avons créé un espace professionnel dédié qui nécessite d'être authentifiés pour y accéder. C'est ici qu'ils ont accès à leur application métier, des cartes web, des tableaux de bord. Nous avons également une page sur les actualités où nous partageons les nouveautés, de nouvelles applications, des données ou encore l'histoire des projets que nous menons avec les métiers.
Enfin, nous mettons également à leur disposition une rubrique d'aide ainsi qu'une page répertoriant les services que nous pouvons leur proposer. Pour mieux comprendre les intérêts et les usages du portail data, je vous propose de rejoindre Aymar, l'un de nos chefs de projet, pour vous expliquer les thématiques métiers dans le cadre du projet Smart TPM. Merci Lucie, nous voici de retour au Pradet, au pied du clocher de l'église du Pradet. Au sommet de ce clocher se trouve une des multiples antennes du projet Smart TPM nous permettant de recueillir les signaux des différents capteurs que l'on a déployés. Le projet Smart TPM aborde différents sujets d'études. Le sujet de l'énergie, transport et mobilité, environnement et gestion des risques. Commençons par la thématique sur l'énergie. Elle correspond à la mise en place d'un observatoire de l'énergie sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec des enjeux de compréhension de la consommation, de la production locale d'énergie renouvelable, des actions de rénovation et aménagement, des actions d'incitation aux usagers publics et privés et d'aide à la décision sur la politique énergétique. Pour cela, des tableaux de bord réalisés avec ArcGIS Dashboard permettent aux services de la collectivité d'analyser et d'être alertés sur la consommation à différentes échelles de temps et d'emprise territoriale. Pour ce qui est de la récupération des données, nous nous sommes basés sur les API d'Enedis et de GRDF. Les données nous permettent des rendus proches du temps réel et sont par ailleurs historisées dans le système ArcGIS pour en faire des statistiques mensuelles, annuelles ou par période choisie par l'utilisateur. La composante environnementale est également un axe mis en avant dans l'hyperviseur métropolitain. Nous récupérons les données de pollution de notre partenaire Atmosud via leurs API, ainsi que les données de capteurs de pollen en cours de déploiement, afin de les visualiser dans l'hyperviseur. Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation urbaine de 2 quartiers en hypercentre, nous avons déployé une trentaine de capteurs météo, température, humidité et pression, ainsi que des sonomètres. 2 stations de référence ont été placées à proximité dans les secteurs verts et plus aérés. Cet ensemble de capteurs constitue une étude îlot de chaleur qui va porter sur plusieurs mois avec pour objectif de réaliser un état des lieux mesuré et de repérer les différents phénomènes. En fonction des premières analyses, des aménagements spécifiques seront réalisés et un suivi post-travaux permettra de mesurer les gains obtenus. La métropole s'est également engagée à mettre en place un hyperviseur du stationnement. Afin d'atteindre cet objectif, nous récupérons les données temps réel des parkings en ouvrage et des parkings relais. Afin d'avoir la vision la plus complète possible, nous nous sommes également engagés dans le cadre du projet à faire une expérimentation ici au Pradet sur la pose de capteurs de présence sur les zones de stationnement en voirie. 2 visions sont ainsi proposées, une vision analytique des parkings opérés et une vision temps réel dont l'aboutissement sera très prochainement l'information aux usagers. En effet, nous avons souhaité valoriser les données relatives au stationnement dans une application mobile à destination du grand public. Le but de l'application est simple, fournir des informations en temps réel sur la disponibilité des places de stationnement permettant aux usagers de planifier leurs déplacements en conséquence. Cette application, prototypée avec ArcGIS Experience Builder, permettra de contribuer à réduire la congestion routière en évitant les tours de piste à la recherche d'une place libre. Nous avons donc créé cette application mobile pour répondre à un besoin croissant de nos citoyens en matière de stationnement. Elle représente un pas en avant vers une ville plus intelligente où la technologie est au service du bien-être de nos citoyens. Pour continuer à découvrir d'autres cas d'usage, je passe la parole à Ludovic Boitel. Depuis 2014 et la loi de modernisation de l'action publique, la compétence sur la voirie, qui était alors détenue par les communes, a été transférée à la métropole de Toulon, qui a maintenant en gestion environ 1900 km de voirie et d'espace public. Nous avons donc commandé à Esri et à son partenaire Cyclomédia ce qu'on appelle les vues immersives, dans le but d'avoir une homogénéisation des connaissances de ce nouveau patrimoine. Le résultat de ces vues immersives, qui est un levé au laser et avec des photos très haute résolution, et que nous avons pu tout de suite intégrer ça dans notre SIG grâce aux outils aussi bien dans ArcGIS Pro qu'avec le Web App Builder. Et nous avons pu superposer donc nos données, réaliser des mesures précises. Maintenant, l'idée est de capitaliser sur ces données comme matière première. C'est-à-dire qu'on a maintenant un levé au laser de toute notre voirie et il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher des éléments dans ces données. Par exemple, on apprend à la machine à rechercher des panneaux de signalisation, des éléments de surface de la voirie, même du mobilier urbain. Et une fois que la machine sait le reconnaître, on lui fait exécuter cette reconnaissance sur l'ensemble des données. Et ainsi, nous avons un inventaire exhaustif de tout ce que nous avons sur la voirie. Tout ceci consultable directement depuis le bureau, sans réaliser de nouveaux levés, sans réaliser de nouvelles études. Ce projet nous amène à des nouveaux usages, notamment l'utilisation de la 3D. Par exemple, l'identification de notre réseau LoRa, qui est le réseau par lequel transitent les données de nos capteurs. Nous ne sommes pas partis sur un maillage global du territoire, mais nous sommes liés aux opportunités d'installation et des thématiques, donc du stationnement, des îlots de chaleur, etc. Pour évoluer vers de nouveaux projets, nous pouvons visualiser en 3D les zones couvertes, si les antennes ont des zones d'ombre ou pas, et est-ce que cela va nécessiter l'implantation de nouvelles antennes. Autre exemple pour l'utilisation de la 3D, c'est la visualisation de nos bâtiments au format BIM dans les maquettes 3D.
Par exemple, la direction de l'informatique vient d'acquérir un nouveau bâtiment que nous allons équiper de 330 capteurs sur différentes thématiques, capteurs d'ouverture, capteurs de présence, capteurs de consommation d'énergie, d'eau. Et nous allons pouvoir avoir les signaux renvoyés par ces capteurs représentés en 3 dimensions dans la maquette au format BIM et ainsi avancer vers un smart building ou un jumeau numérique. Ce bâtiment est pour nous un terrain d'expérimentation, tant pour ces nouveaux capteurs IoT que pour la modélisation 3D. Nous en faisons un prototype de smart building, ce qui nous ouvre enfin les portes du jumeau numérique. Bien sûr, vous l'avez compris, ce service Smart Métropole, il est destiné à 2 publics. Le public des agents pour améliorer l'efficacité des services publics et bien sûr, le résultat final, c'est d'offrir un meilleur service à l'ensemble des administrés. Je suis heureux du travail bien sûr de l'ensemble des équipes de la métropole. On a été une des premières métropoles à lancer toutes ces initiatives, toutes ces innovations dans le champ du numérique et au-delà, de manière à pouvoir mettre en place tous ces outils qui aujourd'hui nous servent grandement et qu'on espère déployer dans les années qui viennent. Et avec nous, c'est la magie évidemment de ce plateau. Vous le voyez, Hervé Stassinos, vous êtes toujours maire du Pradet, vice-président de la métropole Toulon-Provence Méditerranée, en charge de l'attractivité économique et surtout du développement numérique. C'est ce qui nous intéresse évidemment ici, Christophe. Tout à fait. Bonjour Monsieur Stassinos, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, quel est le potentiel de transformation des outils que vous proposez aujourd'hui pour les services rendus aux citoyens ? Alors, c'est avant tout une aide à la décision des politiques, parce que c'est vrai qu'on a toujours plein d'idées pour faire beaucoup de choses, et on se pose toujours la question du retour sur investissement au bénéfice de nos administrés. Donc, on avait besoin, et c'est arrivé avec les outils qui se mettent en place au fil des ans, on voit qu'il y a une excroissance de solutions qui sont proposées sur le marché. Donc, l'idée, c'est pouvoir collecter dans un premier temps les données, et puis surtout de les analyser, parce que collecter des données, c'est bien déjà de mettre en place des capteurs, et derrière, faut-il encore pouvoir les traiter, les analyser et les utiliser comme aide à la décision pour les exécutifs politiques, de manière à orienter les services vers des services à offrir notamment aux usagers. Alors il y a plein d'exemples aujourd'hui à prendre en considération. Par exemple, dans la ville du Pradet, avec la métropole, on a mis en place des capteurs au sol pour connaître l'utilisation exactement des parkings, donc à quelle heure les gens arrivent, à quelle heure ils partent, quelle est l'utilisation en termes d'utilisation de parking. Et ça permet derrière de mieux définir les zones bleues, de savoir s'il faut mettre des stationnements payants, ce qui n'est pas le cas au Pradet, mais en tout cas de mettre mieux en place, de mieux définir les zones bleues par exemple, de mieux définir les horaires aussi. Est-ce qu'on laisse des arrêts de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure? Donc tout ça, c'est fait grâce à la collecte de données, à l'analyse des données, et puis derrière, après, il y a des outils de la décision qui permettent de travailler sur des scénarios et de choisir le meilleur scénario adapté à la fois aux collectivités et surtout aux utilisateurs des services de la mairie et des commerçants. C'est très pragmatique. C'est très pragmatique, Donc, mais à la métropole, nous sommes très, très pragmatiques. C'est ce que je vois. Donc on peut considérer que vous pilotez en partie la métropole à partir des datas en fait. Tout à fait. Une partie, de plus en plus, je dirais Ouais. que le mouvement a commencé il y a quelques années. Moi, j'étais élu pour la première fois en 2014. Donc cette inflexion a été prise en 2015-2016. Et tous les ans, on rajoute des outils. On analyse de plus en plus de données pour pouvoir derrière avoir une bonne aide à la décision. C'est des fois parfois un peu complexe parce qu'il y a des services qu'on gère directement, donc là on est propriétaire des données et on peut les analyser, les exploiter directement. Puis il y a des fois on travaille au travers de marchés ou de DSP avec des partenaires, je pense notamment au transport par exemple. Donc on a mis des clauses maintenant dans nos marchés publics ou dans nos DSP pour pouvoir utiliser de façon anonymisée, comme le demande le RGPD, de pouvoir utiliser les données afin de mieux cerner les besoins des utilisateurs, des administrés, et puis offrir les meilleurs services. C'est vrai, par exemple, pour le cas du transport. On veut savoir quelles sont les lignes utilisées, par qui, d'où ils viennent, et on a un besoin de faire ça. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait, notamment sur la partie cartographique, pour bien relier les services à proposer en fonction de la cartographie des administrés. D'accord. Et côté développement durable, on a bien vu dans le reportage qu'il y avait un agenda métropolitain relativement chargé. Comment vous voyez l'utilité de Smart TPM, ce projet de métropole numérique, face aux défis climatiques à Toulon? Alors le défi climatique, je pense qu'il est dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Alors je suis bien sûr à la métropole, je suis aussi élu à la région sud aux côtés de Renaud Muselier qui a fait une COP d'avance, donc qui est tous
tous les projets qui sont financés par la région ont une dynamique environnementale. Donc c'est un sujet qui appartient à la région, qui appartient à la métropole, qui appartient aussi au maire de la métropole. Et c'est vrai que c'est très haut dans l'agenda politique, la préservation de l'environnement. Et par exemple, vous me posez la question sur l'utilisation des données, par exemple, c'est très important en termes de réchauffement climatique parce que ça nous permet, d'un point de vue cartographique, de récupérer des données sur les îlots de chaleur. Donc l'idée, c'est de voir à l'échelle de la métropole et ensuite de façon plus granulaire sur les communes, puis les parcelles cadastrales quasiment, de voir quels sont les îlots de chaleur en centre-ville, de pouvoir les repérer, de pouvoir quels sont les plus gros îlots de chaleur, parce qu'on est dans une dynamique de végétalisation des cœurs de ville, de centres urbains. Donc l'idée, c'est d'analyser ces données, de voir où sont les îlots de chaleur sur le territoire, et puis consécutivement, de voir où est-ce qu'on doit végétaliser, et avec quelle espèce aussi, et quel est le niveau de végétalisation qu'il faut apporter par rapport au niveau d'îlots de chaleur qu'on perçoit au travers des outils cartographiques mis en place, et des analyses de données qui sont liées à la chaleur, en fait. Et donc, pour l'instant, maintenant, vous avez des réels capteurs de température qui sont posés partout sur le territoire. Exactement. Alors on le fait bien sûr, j'ai parlé des îlots de chaleur, c'est vrai aussi pour tout ce qui est inondation, parce qu'il y a plusieurs risques dans le sud. C'est bien sûr les inondations l'hiver, mais l'été, c'est les risques incendies. Donc on est en train de poser des capteurs partout pour anticiper sur les risques incendies par rapport aux îlots de chaleur, par exemple pour que le service les SDIS puisse intervenir plus rapidement sur les départs de feu et aussi sur les inondations, mais des capteurs partout sur les cours d'eau à risque, de manière à relever les niveaux d'eau et puis intervenir aussi rapidement et anticiper sur des éventuelles crises qui sont liées au phénomène d'inondation, qui sont deux risques majeurs pour nous dans le Sud. Et vous allez jusqu'au système d'alerte de la population ? Alors, on a mis en place un système d'alerte, tout à fait, ça s'est mis en place petit à petit. Donc, il y a un système d'alerte exactement qui a été mis en place. Donc, on récolte les données, là encore anonymisées. J'avoue qu'on a un petit peu de mal à ce que les gens s'inscrivent parce qu'ils ont un petit peu de mal à faire la démarche. Donc, on informe, on demande aux gens de s'inscrire sur les plateformes, ils ont un petit peu de mal à le faire. D'accord. Et on sent, Hervé, cette envie justement d'aller au plus près de vos citoyens et de vos citoyennes pour porter très haut les couleurs de Toulon, Provence, Méditerranée. Merci à vous. Merci. Merci Hervé, merci beaucoup pour tous ces projets et pour votre venue dans notre plateau aujourd'hui. Merci pour votre invitation et je vous souhaite une très belle conférence. Merci. Merci à vous. Justement, on va vous laisser repartir, regagner cette pluie de données qui vient littéralement de s'incruster avec nous en studio parce qu'on l'a vu avec Hervé Christophe, décarboner la ville. C'est vrai que c'est une priorité pour la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, mais c'est aussi le cas pour un grand nombre de territoires. Beaucoup de territoires, c'est sur l'agenda de beaucoup de territoires de se décarboner. Et d'ailleurs, on a décidé pour cette conférence de mettre en avant un partenaire d'Esri France qui s'appelle UrbanThink. UrbanThink du groupe Sétur. Alors qu'est-ce que c'est que UrbanThink ? C'est une plateforme digitale d'aide à la transition écologique et énergétique lancée en 2021. Cette plateforme, elle a couvert à aujourd'hui 100 000 hectares et elle participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 40 000 tonnes. Les clients sont nombreux dans le monde des collectivités territoriales, dans le monde de la gestion immobilière avec ICAD par exemple, ou même le port de Saint-Malo, qui communiquera à cette conférence sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que UrbanThink ? C'est une plateforme qui permet, à travers des hyperviseurs, de suivre la décarbonation d'un territoire sur 60 indicateurs. On parle d'artificialisation des sols, de végétalisation, comme à Toulon à l'instant. On parle de biodiversité, on parle d'énergie, d'eau, d'îlots de chaleur. Et évidemment, comme on parle de territoire, comme on parle de collectivité territoriale, les cartes ARGIS, les tableaux ARGIS et la 3D d'ARGIS sont au cœur de cette plateforme. Alors, on a abordé il y a un instant la façon dont la géo peut aider les ONG de façon très pragmatique. Et cette fois-ci, on va aller en Mauritanie auprès d'une ONG qui, elle, est au cœur de l'action humanitaire. Tout à fait. Notre focus, maintenant, c'est sur Carte ONG. Alors, Carte ONG, c'est une association fondée en 2006. C'est une ONG qui travaille dans un modèle H2H, c'est-à-dire qu'elle est elle-même prestataire d'autres ONG. Sa spécialité, c'est les systèmes d'information géographique, la cartographie et la collecte de données sur le terrain. Alors, pourquoi on a choisi de parler de Carte ONG aujourd'hui ? C'est pour la campagne qu'ils ont menée en Mauritanie, dans le camp de réfugiés de Mbera, près de la frontière malienne, avec l'UNHCR, c'est-à-dire le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que Carte ONG a fait à Mbera ? Mbera, c'est un camp de réfugiés qui accueille plus de 60 000 personnes aujourd'hui, des Maliens, qui ont franchi la frontière pour se réfugier des troubles actuels au Mali. Carte ONG a été sur le terrain, formé des référents locaux, formé des habitants du camp,
à dresser la cartographie du camp, à utiliser les outils de collecte de données de terrain pour cartographier précisément le camp de réfugiés, que ce soit les habitats, la population, les infrastructures d'énergie, l'eau, la santé, les toilettes, les écoles, tout ce qui fait d'un camp de réfugiés comme ça une grande ville à part entière d'urgence à rendre viable pour ses habitants. Et ça nous rappelle que chacun et chacune, on peut être cartographe, chacun à notre échelle. Et puis surtout, ça donne du sens au métier d'Esri. Tout à fait, on peut aussi contribuer en étant géomaticien, en faisant des SIG. Alors, justement, CartoNG aurait pu figurer dans la séquence qui suit. Tu le sais, Christophe, c'est le moment de remettre le prix SIG 2023. Chaque année, on va récompenser un utilisateur ou une utilisatrice Esri pour la qualité de son travail, pour son engagement aussi auprès de la communauté. Tout à fait, Marjorie. Notre prix annuel récompense une organisation qui fait vraiment la différence avec sa stratégie SIG, qu'elle soit ambitieuse et innovante. Et cette année, on a décidé de récompenser le conseil départemental de l'Aisne pour tout ce qu'ils font depuis une trentaine d'années avec le SIG, en exploitant au maximum ces outils pour servir des utilisateurs de plus en plus nombreux dans des métiers de plus en plus divers. Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi au conseil départemental de l'Aisne, c'est que pour eux, le SIG, c'est un vrai terrain d'innovation, d'expérimentation au service du territoire, qu'on parle de 3D, qu'on parle de drones, qu'on parle d'imagerie 360 par exemple. Alors, sans plus attendre, on va rejoindre justement ceux qui ont mérité ce prix. Thomas Dudebout et Fabrice Poulain vient avec moi. Christophe, on vous rejoint, messieurs, parce que vous êtes respectivement vice-président du conseil départemental de l'Aisne, en charge du numérique et puis responsable du pôle SIG à la direction informatique du département de l'Aisne. L'ai-je bien dit? C'est ça. Jusque-là, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Alors, j'ai le grand plaisir de vous remettre le prix SIG 2023 pour tout ce que vous faites, pour tout le travail notamment de l'équipe de Fabrice. Bravo à vous. Un grand merci à vous, et on le reçoit vraiment ensemble avec Fabrice, parce que c'est vraiment lui, avec l'ensemble des équipes du pôle SIG, qui porte ces magnifiques projets. Très heureux pour le conseil départemental et un petit peu fier aussi, parce que c'est la première fois qu'un département est récompensé par le prix SIG Esri. Donc un merci aussi pour Esri, et vous dire aussi qu'on on ne boude pas notre plaisir, on est fiers parce que ça inscrit aussi toute la dynamique qui est celle du département sur les questions du numérique, et précisément là sur le SIG. Bravo encore Thomas. Fabrice, j'ai une première question pour vous. Comment avez-vous réussi à fédérer les utilisateurs et utilisatrices métiers autour des outils SIG ? C'est essentiellement avec la plateforme Argis Online. Ça fait maintenant 10 ans qu'on utilise la plateforme Argis Online. Et pendant ces 10 ans, on a aussi le pôle SIG qui, lui, a évolué et passé de 1 ou 2 agents à 5 agents. Aujourd'hui, on a des profils intéressants qui sont complémentaires. Géométriciens, chargés d'études, développeurs web, techniciens SIG. Et ça nous permet de répondre à la demande de l'utilisateur et d'innover, de prospecter différents domaines. L'évolution des outils, ça nous a permis aussi de revoir un petit peu notre approche avec l'utilisateur en interne. Ça nous permet de lui proposer des applications de mise à jour, de valorisation de la donnée, mais relativement simples. On a affaire à des profils qui ne sont pas des géomaticiens, mais ils utilisent les outils, ils font du SIG sans s'en rendre compte. Et notre réseau s'est bien étoffé depuis ces 10 ans. On est aujourd'hui à plus de 80 utilisateurs qui font du SIG, qui accèdent à la plateforme Argis Online. Et potentiellement, on a plus de 2000 agents qui accèdent à des portails métiers SIG, donc qui accèdent à la donnée SIG. Donc vous donnez vraiment le pouvoir aux utilisateurs, vous en faites de consommateurs d'informations à des vrais acteurs de l'information. C'est ça. En fait, l'utilisateur, lui, gagne en autonomie. On lui propose des outils et c'est lui qui va utiliser les outils. Il va utiliser et valoriser sa propre donnée. Ils peuvent se concentrer ainsi sur leur cœur de métier plutôt que de passer du temps à essayer de trouver des outils. En fait, les outils, on leur prépare. Et ensuite, on propose des portails. L'exemple, par exemple, du portail social. C'est un portail qui permet de leur proposer des données internes, externes, une multitude de données. Ça facilite l'accès à la donnée. Ils ont accès à cette donnée, alors qu'avant, en fait, ils allaient directement chercher la source. Ils passaient énormément de temps à rechercher cette donnée. Maintenant, ils ont tout sur un site unique.
Et du coup, ce modèle, en fait, ça renforce aussi le côté transversal entre les services, parce que sur une thématique, on peut avoir plusieurs services, plusieurs domaines différents. C'est le cas, par exemple, pour le cas des véloroutes voies vertes, où on a à la fois l'environnement, qui s'occupe plutôt de la partie valorisation touristique, la partie voirie, qui va s'occuper plutôt de l'entretien de la chaussée, de la signalisation. Et en fait, ces outils permettent de faire du vrai travail collaboratif entre les services, et ils vont ainsi partager la même donnée. Je pense qu'on ne répétera pas jamais assez la force intégratrice de la géographie du territoire dans une organisation comme un conseil départemental. Tous les métiers partagent le même territoire. Et donc, le SIG, il permet de faire travailler les métiers ensemble sur le territoire et de croiser les informations. C'est vraiment ça, le SIG. Et au-delà des utilisateurs du conseil départemental, c'est aussi les citoyens qui partagent le territoire. Alors, comment ça vous aide-t-il à mettre en place de nouveaux services pour les citoyens ? Oui, alors dès le début en fait, de notre organisation, dès janvier 2013, on a transformé notre carte de barrière de dégel, une carte papier qui était diffusée aux transporteurs, on l'a transformée en version numérique. On l'a proposée directement sur notre site n.com. Ensuite, on a fait d'autres développements. On a créé un inforoute qui donne les informations de circulation en temps réel sur le réseau départemental. Cette inforoute est aujourd'hui à la version 3, où on est passé sur de ArcGIS Hub avec différentes applications cartographiques. Et ensuite, on fait des choses du côté participatif pour le grand public. On leur propose des applications. Ça a été le cas lors des commémorations sur le chemin des Dames en 2017, où on leur a proposé une application participative. Ils pouvaient poster une photo de leur manière de vivre la grande veillée départementale qui était organisée à cette occasion. Et plus de 260 photos ont été collectées et on a pu ensuite les valoriser via une autre application cartographique. Ensuite, on propose des applications pour les archives départementales dans le cadre d'expositions. Et là, on fait intervenir des prises de vue 360, caméras 360, pour proposer des visites virtuelles. Et ces visites virtuelles sont combinées avec des informations. Donc l'utilisateur virtuellement se déplace en 360 et il peut cliquer à différents endroits et avoir des informations. Alors ça a deux avantages, c'est que ça permet de proposer une visite pendant que l'exposition est démontée, donc de faire perdurer une visite, une exposition, et aussi de rajouter des éléments qui ne sont pas possibles d'ajouter sur des panneaux. On peut rajouter du multimédia, des photos et des vidéos directement. Toujours dans le 360, on fait aussi appel aux prises de vue drone en 360. Et ça nous aide notamment récemment pour proposer une visite virtuelle, proposer une manière pédagogique d'expliquer comment fonctionne une station d'épuration. Donc en fait, toutes ces applications grand public, elles sont diffusées sur nos différents sites internet, n.com, le site du Chemin des Dames ou encore le site des archives départementales. Très bien, très bien. Et Marjorie, il y a quelque chose qui me paraît unique aussi au conseil départemental de l'Aisne, c'est ce qu'ils font avec les collèges du département. Puisque, si j'ai bien compris, les collèges vont aussi devenir utilisateurs et utilisatrices de cette solution. Thomas, ça s'articule comment concrètement ? Bien déjà, mais sur un plan déjà peut-être plus général, c'est de rappeler ce que le conseil départemental se doit de faire. La question des usages numériques, elle est très importante. Les questions d'électronisme et de lutte contre l'électronisme, ça fait partie vraiment de nos préoccupations premières. Et puis l'électronisme, c'est pas seulement savoir démarrer son PC, sa tablette et utiliser les applicatifs de base. Sur d'autres sujets, moi je prends mon cas personnel, sur la question du montage vidéo, je suis dans une situation d'électronisme, je sais pas faire. Et pour le SIG, c'est aussi un petit peu la même chose. C'est très technique et pour autant, on peut faire des choses formidables avec. Et on pense justement que dans les collèges, il y avait une véritable pertinence à utiliser le SIG et c'est ce qui s'est passé cette année. Et fort de cette expérience, on pourra poursuivre. Oui, SIG au collège, c'est aussi un concours. La première édition a eu lieu l'année dernière. Je vous propose d'aller rejoindre celles et ceux qui ont participé à ce concours, les lauréats du collège Villard de Honnecourt, situé à Frénois-le-Grand, ainsi d'ailleurs que les enseignantes qui ont encadré cette équipe. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aurélie Durand-Leroy, vous êtes professeure documentaliste. Sandra Aurel, vous êtes CPE de ce collège, justement Villard de Honnecourt, dont vous portez des hoodies absolument formidables. Aurélie, comment s'est passé le concours? En quoi ça consistait exactement?
Alors, nous devions réaliser le parcours fictif de la flamme olympique à travers le département en mettant en valeur le patrimoine local. Pour nous, enseignants, c'était une belle opportunité pédagogique parce que ça nous a permis de travailler sur plusieurs compétences. Alors, à savoir la recherche documentaire en amont, la production d'écrits, la manipulation de nouveaux outils numériques, mais aussi la présentation orale. Parce que la finalité de ce projet, c'était quand même de venir défendre sa story map devant un jury et devant les autres participants du concours. Donc, tout au long de l'année, là, nos élèves, ils ont investi la story map en y abondant, en mettant des contenus, des productions. Ils s'en sont servis aussi comme support visuel le jour J de la présentation. Et nous, après, on a pu diffuser leur travail en intégrant leur production au sein du site de l'établissement et puis le diffuser à l'ensemble de la communauté éducative, aux parents, aux autres élèves, via les environnements numériques de travail. Et on voit que ces compétences, évidemment, ont été acquises en un clin d'œil. Justine, Arthur, Lorenzo et Ambre, vous êtes les collégiens lauréats et collégiennes lauréates de ce concours. Vous êtes aussi éco-délégués, chacun et chacune de vos classes respectives. C'est quoi votre secret? Comment est-ce que vous avez remporté SIG au collège? Nous avons été formés en début d'année par Fabrice et Étienne du pôle SIG à l'utilisation des story maps. Chaque groupe a ensuite travaillé en autonomie sur sa story map et on a rapidement pu obtenir un rendu très professionnel. L'application est d'ailleurs très facile et ludique. Ouais. Et on ne peut plus s'impatienter qu'on d'ailleurs l'utiliser pour notre oral de brevet. Quelle meilleure publicité que de justement réutiliser ces outils pour le brevet des story maps, donc qui vont être, là aussi c'est vraiment éco-responsable, réutilisés incessamment sous peu. Christophe, évidemment, je ne vais pas te faire la promotion de ces outils. Non. Thomas, quelles sont vos impressions sur ce concours ? Déjà, on est très heureux puisque 8 collèges ont participé à ce concours. Donc, c'est 8 projets qui ont été portés. Je suis aussi très sensible au témoignage qui vient d'être fait par les jeunes collégiens de Fresnoy-le-Grand parce que c'était aussi tout l'intérêt quand on entend mais nous, l'outil devient indispensable. Déjà, c'est une première victoire. Et puis, l'autre victoire, c'est celle aussi de la connaissance du département de l'Aisne. Le fait d'avoir travaillé sur ces projets autour de la flamme olympique, mais surtout de la valorisation du patrimoine départemental, c'est une belle façon aussi de mettre en valeur notre territoire. Donc on y a vu beaucoup de vertus et puis ça nous donnera des idées certainement pour la suite. La suite, il y en a une puisqu'un nouveau concours est en préparation. C'est exactement ça. On a parlé de la flamme olympique sur le précédent concours. On va rester sur cette dynamique. 2024, c'est l'année des Jeux. L'Aisne va recevoir le passage de la flamme olympique au mois de juillet. Et donc, pour le mois de mai, les jeunes collégiens auront la possibilité de candidater et donc d'imaginer leur collège comme un grand terrain de jeu et de sport. Et donc, là aussi, il y aura fort à parier qu'on va avoir des choses très, très originales qui nous seront présentées. Et on voit ça avec beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes prêts à empiler? On est prêts. Bravo, ils sont prêts, elles sont prêtes. Justement, bravo encore à vous. Oui, bravo Fabrice, bravo toute l'équipe SIG, bravo le département, Thomas, et bravo les collégiennes et les collégiens pour vos réalisations super. Voilà. Et on est de retour sur le plateau de SIG 2023, le Géo-événement, une édition dans laquelle je vous ai promis des surprises. La preuve en est avec cette nouvelle séquence. À nos côtés, Christophe, pour ouvrir justement le bal de cette émission de plénière, Rose-Marie Mousseau, vous êtes conservatrice générale du patrimoine, directrice du musée d'archéologie nationale et du domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie, bonjour à tous. Avec nous également, Rolande Simon-Millot, vous êtes conservatrice en chef, responsable des collections du néolithique et de l'âge de bronze dans ce même musée et domaine. Ça a toute son importance, notamment grâce à l'objet qui est juste devant nous en 3D, s'il vous plaît. Bonjour Marjorie. Bonjour à toutes les deux. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, on est tous réunis autour de cet objet qui est là, en réalité augmenté dans le studio. On n'a pas pu l'amener, c'est une dalle. C'est une grosse pierre et elle est gravée et elle s'appelle la dalle de Saint-Bélec. Et cette dalle de Saint-Bélec, elle a une histoire extraordinaire, ce qui explique pourquoi elle est là aujourd'hui. Et si elle a une histoire extraordinaire qui nous a passionnés, c'est que quelque part, il se pourrait bien que cette dalle soit une carte très ancienne, une carte qui aurait quelque chose comme 40 siècles depuis le début de l'âge du bronze. Et cette histoire, elle nous a passionnés chez SRI France, ça m'a passionné personnellement.
Si bien qu'Esri France est devenu mécène de la dalle, si je fais un raccourci. En fait, on a signé une convention de mécénat avec le musée d'archéologie nationale, sous l'égide de la fondation de l'université Paris-Nanterre, afin de financer la restauration de la dalle, mais aussi son soclage. Son soclage, c'est l'opération technique qui va permettre d'exposer la dalle à terme. C'est vraiment une grosse pierre, une vieille dame, mais une grosse pierre très lourde qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Alors, elle a une histoire extraordinaire, je l'ai dit, et je vais vous céder la parole pour nous raconter, Rosemary, pour commencer, l'histoire de la dalle. Alors c'est vrai que ce que l'on a sous les yeux ne reflète pas tout à fait la réalité. C'est une dalle qui pèse un peu plus d'1 tonne. Donc il faut déjà imaginer la masse que ça représente. Et c'est une dalle qui est aussi très grande, puisqu'elle mesure presque 2 mètres de longueur. Donc il faut imaginer que cette dalle, elle vient d'un territoire particulier à l'ouest de la France. Nous sommes en Bretagne, dans la vallée de l'Odé, et ce territoire, c'est celui de la commune de Lehan. Elle a été découverte dans des conditions un petit peu particulières par un archéologue breton, assez important, Paul du Châtelier, qui avait un peu plus de 60 ans quand il s'est pris de passion pour l'archéologie, cette discipline nouvelle, et qu'il a commencé à mener des fouilles un peu partout sur le territoire qui lui appartenait. À l'époque, l'archéologie n'était pas réglementée comme aujourd'hui, et nous étions dans finalement une archéologie, je dirais, du particulier, où il fallait posséder les terrains pour pouvoir ensuite derrière pratiquer des fouilles et récupérer le mobilier correspondant. C'est ce qui s'est passé. Il a mis en place donc plusieurs fouilles sur son territoire, dont celle d'un tumulus qui avait été identifié un peu par hasard. Et ce tumulus, effectivement, a révélé une chambre funéraire dans laquelle se trouvait un coffrage, donc un coffrage avec de grandes dalles de pierre qui permettaient de délimiter cette chambre. Et parmi les dalles de pierre figurait cette dalle, positionnée exactement de la manière dont on la voit à l'heure actuelle, donc de manière verticale, on dit qu'elle est positionnée de champ. Et il y découvre en surface des gravures, difficilement compréhensibles dans un premier temps. Ces gravures, ce sont des rainurages, des cupules, des monticules qui vont apparaître sur cet ensemble. Nous sommes en 1900. Il la publie l'année suivante, en 1901, auprès de la Société préhistorique française. Et à partir de là, le dessin de la dalle va être identifié, connu, mais c'est à peu près tout. On ne sait pas comment l'interpréter. Et il a un mot très sensible et très juste pour ce moment-là, en disant qu'il la laisse aux générations de Champollion à venir pour savoir comment décrypter effectivement cette dalle. La collection du Châtelier, donc, qui s'est constituée de ces découvertes, elle est augmentée jusqu'à la mort de du Châtelier en 1911. Et puis, une décennie plus tard, ses ayants droit, ses héritiers, son fils en particulier, ne conservent pas ce qui avait été accumulé effectivement dans son château, le château de Carnus, et décident de le vendre. Et c'est à ce moment-là l'État qui se porte acquéreur et qui positionne tout ce mobilier archéologique en 1924 au musée d'archéologie nationale. Très bien, très bien, très bien. Mais alors, cette dalle, arrivée au musée d'archéologie nationale, comment elle a été redécouverte et comment finalement a-t-on prouvé ou au moins mis une hypothèse forte qu'il s'agit d'une carte? C'est une bonne question. Manifestement, ce n'est pas une carte qu'on déplie facilement ni qu'on emmène avec soi partout, on est bien d'accord. Donc, cette dalle, elle est restée plusieurs dizaines d'années au château de Saint-Germain-en-Laye sans qu'on sache précisément ce que c'était. On a d'autres mégalithes et elle était parmi les autres mégalithes peut-être un peu plus gravée, un petit peu étrange parce qu'elle se détachait un peu des mégalithes à cupules classiques que l'on pouvait avoir. Et sans plus. Et il a fallu attendre 2 Champollion, en fait, Clément Nicolas et puis Yvan Paillet, qui sont des chercheurs au CNRS et à l'Université de Bretagne occidentale, pour essayer de déterminer ce que ça pouvait être. Et il y a eu donc des chercheurs, des gens qui rêvaient, qui réfléchissaient, mais je pense que le rêve est important là-dessus pour essayer d'émettre des hypothèses. Et puis, il y a les technologies nouvelles. Et c'est l'avantage des musées. C'est-à-dire qu'en 1900, quand le Châtelier découvre la dalle, bien évidemment, il n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et cette dalle, qui aurait pu être détruite, qui aurait pu être cassée, qui aurait pu être perdue, elle a été conservée au musée, longtemps. Et effectivement, elle n'a pas été présentée au public. Elle a été un peu oubliée. Mais on l'a redécouverte, on l'a retrouvée, on l'a réétudiée. Parce que c'est aussi le rôle des musées. Ça conserve longtemps. Et parfois, ça permet des redécouvertes. C'est une belle redécouverte. Belle histoire, oui. Oui. Et donc, les technologies nouvelles en question, ça a été des scans 3D très poussés, une imagerie vraiment de très très haute définition, avec une analyse fine des micro-reliefs
sur la dalle pour essayer de comprendre ce qui avait pu être gravé et pourquoi. Et puis donc il y a un archéologue breton qui s'appelle Jacques Briard qui déjà avait eu un peu l'idée qu'éventuellement ça pouvait être une carte, mais à l'époque il n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Et donc Yvan Paillet et Clément Nicolas ont pu retravailler et à partir de ces modèles 3D très perfectionnés qu'ils ont constitués, ils ont essayé de recaler ça par rapport à la topographie. Et il se trouve que la topographie, elle colle parfaitement avec l'environnement même de Saint-Bellec. Du tumulus, donc ce petit mont qui cachait cette chambre funéraire dans laquelle on a trouvé la dalle, et bien l'environnement tout autour, sur un périmètre quand même assez large, hein, parce qu'on parle quand même là de la vallée complète de l'Audet qui a été représentée avec différents réseaux d'hydrographie, de voies, de choses qu'on reconstitue aujourd'hui et qu'il est possible vraiment de recaler par rapport à cette dalle. C'est juste extraordinaire parce que là on a affaire à une véritable carte mentale. Ce qui est représenté, l'environnement, la topographie, l'ampleur de cette dalle dépasse très largement la capacité d'une petite carte que l'on pourrait faire dans son coin de sa maison et de son petit périmètre. On est vraiment sur autre chose, mais qui ont été suffisamment clairement perçus par les populations de l'époque pour pouvoir recaler la dalle de Saint-Bellec dans son environnement beaucoup plus large, donc sur plusieurs dizaines de kilomètres autour de la dalle. Donc si je résume, on sait que c'est donc une carte. Jusque-là, tout va bien. Une carte de quel territoire? On présume que c'est celui de Saint-Bellec, mais comment en être sûr? Bien, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que la topographie de la dalle a pu être repositionnée très exactement sur une carte topographique actuelle. Et donc, ce que l'on peut lire, c'est la vallée de l'Audette qui remonte. Alors, si je me tourne vers Christophe, je montre la partie de la dalle qui est vers Christophe. Donc, c'est très délicat pour moi de le montrer, mais vous avez la vallée qui se dessine à peu près au milieu de la dalle et dont on peut lire le réseau hydrographique qui remonte. De chaque côté, on a des grosses cupules que vous pouvez lire là. Certaines peuvent être éventuellement identifiées comme des enceintes ou peut-être d'autres tumulus. La difficulté que l'on a, c'est que c'est un secteur qui archéologiquement est assez mal connu encore et qu'il va falloir qu'on retourne sur le terrain pour vérifier ce que la carte nous dit. C'est-à-dire là, on va faire exactement comme les archéologues avec la croix sur la carte au trésor. C'est-à-dire qu'on va aller voir sur place pour faire des sondages, pour examiner le terrain et voir si la carte mentionne bien des enceintes et si on trouve encore des vestiges aujourd'hui. C'est génial. Là, je vous interromps, mais au début, on a une dalle. Cette dalle, elle est gravée. On comprend que probablement c'est une carte. On reconnaît, on le fait en appariant la réalité de la topographie, de la connaissance du territoire aux gravures sur la dalle. Mais il reste des éléments sur la dalle qu'on ne reconnaît pas. Et donc, d'objet de recherche, ça devient une carte au trésor pour les archéologues, pour aller chercher d'autres choses sur le territoire, un nouveau champ d'investigation pour les archéologues. Oui, alors c'est un terme qu'on n'aime pas tellement, hein. Vous savez, le terme de trésor. Oui, je sais bien, oui. Mais exceptionnellement, oui, effectivement, on peut dire ça comme ça. D'accord. Alors, mais pourquoi graver cette carte? Pour qui? Quel usage? C'est un peu la question. Alors, au moins à l'âge du bronze ancien, puisqu'on est dans cette période-là, donc c'est-à-dire il y a 4000 ans, c'est-à-dire moins 2000 avant Jésus-Christ. On a en Bretagne des populations qui vont commencer à se fédérer, à se hiérarchiser, à sans doute peut-être même avoir des petits chefs, ce que mon collègue Cyril Marcigny appelle les big men, un petit peu à la manière des populations de Papouasie ou du Pacifique. Donc on est sur des sociétés qui se structurent un petit peu. Et bien évidemment, on est aussi sur des sociétés qui sont très agricoles et qui ont besoin d'accumuler aussi des richesses pour devenir plus forts et puis de les protéger. Et donc connaître son territoire est essentiel. Connaître son territoire et puis le revendiquer. Dire que c'est à moi et pas aux autres. C'est important. Donc cette dalle, elle a d'abord sans doute été gravée pour un de ces big men. Et puis elle a eu une seconde vie, effectivement. Après, elle a été sans doute déchue d'une certaine manière de tout intérêt parce que les populations ont changé, parce que voilà, c'est une autre vie qui s'ouvrait à elle. Et elle a été utilisée de manière un peu opportuniste pour servir de paroi de chambre funéraire.
Bon, elle était quand même suffisamment intéressante pour qu'on mette sa partie gravée visible dans la chambre funéraire. Bon, elle a quand même été un petit peu cassée, tout ça, mais globalement, elle a quand même été un peu respectée malgré tout. Et puis, dans un dernier temps, elle a effectivement été redécouverte par Paul du Châtelier en 1900. Et puis, une vie de musée s'ouvre à elle. Et peut-être une vie de star, puisque maintenant... Alors, si je peux répondre sur... Tout à l'heure, vous évoquiez la notion de paysage mental. Finalement, on est face à un paysage pétrifié en soi, qui nous interroge beaucoup aussi sur finalement des rebonds vers d'autres relectures d'objets, dont cette question, effectivement, des signes topographiques qui permettraient de réidentifier peut-être d'autres territoires. Donc c'est finalement aussi une nouvelle porte d'entrée vers une recherche complémentaire à tous ces éléments-là. Et pour compléter ce que nous disait Rosemarie, il y a effectivement, après l'article qu'a publié Clément Nicolas et Yvan Paillet, un certain nombre de recherches qui sont en train de se réaliser sur d'autres dalles, dans d'autres territoires, je pense au Portugal ou à l'Espagne par exemple, qui pourraient éventuellement être redécouvertes à leur tour et être envisagées avec cette relecture-là, avec cette sémantique-là. Ce que signifient ces signes, ça va peut-être au-delà de la simple cupule et du signe juste pour faire joli, mais ça a peut-être une signification plus profonde que l'on pourrait voir redécouvrir aujourd'hui. C'est passionnant, c'est passionnant. Merci beaucoup, mesdames. Je vais conclure cette séquence avec mes mots de profane en archéologie et en histoire de cette période. En résumant, moi, ce que je retiens beaucoup, et c'est pour ça que ça m'a passionné, c'est qu'il y a 40 siècles, quelqu'un, en tout cas, a décidé de dresser potentiellement la carte de son territoire. Il l'a fait avec des moyens certainement coûteux, parce qu'elle est grosse, cette tête dalle, il fallait l'extraire, il fallait la transporter, passer du temps à la graver, ce qui aurait été plus simple sur du bois certainement, hein, d'accord. Donc il y a vraiment une valeur attachée à la description du territoire. Après quelques temps, elle a été enterrée avec un autre personnage qu'on ne connaîtra pas, la face exposée dans la chambre funéraire, donc certainement, moi j'y vois une symbolique, on ne sait pas, mais en tout cas je me permets d'y voir une symbolique forte, et cette symbolique c'est celle de la valeur de la description du territoire, la valeur économique, vous en avez parlé, de la valeur stratégique de la description du territoire, la valeur politique, la description du territoire, et c'est une parabole extraordinaire, c'est pour ça que j'adore cette histoire et cette dalle, parabole extraordinaire sur nos métiers, à nous, géomaticiens, hein, nos utilisateurs, tous les gens qui nous regardent, ils font des cartes, et ils récoltent de l'information qui décrit le territoire, ils font des cartes pour leurs organisations, et leur travail a beaucoup de valeur. Quelque part, vous n'aimez pas le terme, mais ce sont des trésors aussi, quelque part. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça que cette carte, elle est fantastique. Alors, ce que je dis aussi à tous nos spectateurs, c'est en 2025, rendez-vous, musée d'archéologie nationale, Saint-Germain-en-Laye, pour aller admirer la dalle, comprendre la dalle pour de vrai, en vrai, face à elle. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Merci d'être venues. Et merci de votre confiance dans le cadre de ce mécénat et de cette association entre nous. Merci à vous. Parce que... Quand même. Voilà. Merci encore une fois toutes les deux. Je ne sais pas que faire sinon dire merci encore une fois pour cette incroyable découverte et dalle de Saint-Bélec. Et le dessous des cartes à l'état pur, Christophe. Le dessous des cartes, c'est pas mal, oui, effectivement. Alors, Marjorie, on fait une transition acrobatique, on va dire. On va passer du jumeau minéral du territoire, qui est cette dalle, on retourne au jumeau numérique et on va plutôt s'intéresser à la relation entre le jumeau numérique des infrastructures qu'on construit sur le territoire et le jumeau numérique des territoires dans lesquels les infrastructures s'insèrent. On ne construit plus aujourd'hui d'infrastructures, des bâtiments, des routes, des ponts, sans prendre en compte l'environnement autour. Et les jumeaux numériques n'y coupent pas. Et tu vois, changement de décor à vue. Pourquoi ? Parce qu'on va partir tout de suite à Strasbourg, chez OTE Ingénierie. Bonjour, bienvenue. Vous êtes à Strasbourg, au sein d'OTE Ingénierie, société de groupe OTE. Aujourd'hui, groupe OTE, c'est 5 sociétés, 2 marques, plus de 60 ans d'existence. Nous réalisons depuis les années 60 l'ensemble des métiers de la conception dans le bâtiment. Nous avons réalisé des bâtiments de tout type, allant des hôpitaux jusqu'à des laboratoires, de l'industrie, également des marchés publics et des bâtiments tertiaires, des musées, des stades, tout type de bâtiments et d'équipements publics.
L'outil informatique, pour nous, est un outil absolument indispensable. Nous l'utilisons à toute phase de conception et à toutes les phases de construction. En conception, nous utilisons des logiciels permettant des calculs par éléments finis sur des modèles 3D assez complexes, aussi bien en structure que sur des calculs dits CFD sur les fluides. Et nous utilisons aussi, sur la partie des travaux, des logiciels de suivi, de gestion, de contrôle des travaux. Dans le cadre de la palette de nos outils informatiques, nous utilisons le SIG qui nous permet de gérer, représenter, analyser les données environnementales. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver Stéphane qui vous fera découvrir notre utilisation du SIG. Le service SIG d'OTE Ingénierie existe depuis le début des années 2000. Actuellement, nous sommes 5, issus soit de l'université, soit d'écoles d'ingénieurs. Nos principales activités consistent à administrer les bases de données environnementales, produire l'ensemble des cartes et documents graphiques des études d'environnement et d'urbanisme, et depuis quelques années, assurer un ensemble de nouvelles missions en lien avec les énergies renouvelables. Nous utilisons les outils Esri depuis le début et ils nous servent à administrer notre SIG, à assurer la collecte des données et la production des cartes. Et ces outils sont complétés par d'autres solutions pour la CAO, l'infographie, la modélisation 3D et le développement d'applications web. Notre travail, il est structuré par 3 éléments. Une base de données qui est en perpétuelle évolution, un ensemble de modèles et de scripts qui nous permettent d'automatiser les tâches les plus courantes et bien sûr des règles qui nous permettent d'assurer l'homogénéité et la reproductibilité de notre production. Nous essayons constamment de nous placer dans une démarche d'innovation, à la fois pour améliorer la qualité de nos rendus et aussi pour faciliter notre travail et celui de nos collègues chargés d'études en environnement. Aujourd'hui, on va vous présenter différentes solutions qu'on a développées. La première s'appelle Cartonature. Nous la développons depuis 2019 et elle est dédiée à la collecte et à la gestion des données naturalistes. Pour découvrir cette application, je vous propose de rejoindre Victor, qui est écologue près de Molsheim sur le terrain. Cartonature, c'est une application mobile créée en 2019 qui permet de localiser des données faune-flore quand nous travaillons sur le terrain. Ici, on est sur une zone de compensation à Darstein où des mesures compensatoires ont été mises en place afin de compenser les effets d'un projet sur la faune et la flore. Avec Cartonature, j'ai la possibilité de rentrer toutes les espèces que je vois sur le terrain, soit dans une table où j'ai la liste des espèces non localisées, les espèces communes qui sont réparties de manière homogène sur le terrain et qui ne sont pas directement localisées mais qui sont enregistrées, ou alors de localiser des espèces à enjeu précisément sur un point précis du périmètre du site. Avant toute intervention, je me rapproche des cartographes et je leur demande de faire une préparation de terrain où il y a d'indiquer le périmètre de site ainsi que diverses informations préalables. Ensuite, je peux télécharger la préparation de terrain sur la tablette et l'utiliser en mode hors connexion ou quand il y a du réseau en direct. Donc l'application me permet de retrouver toutes les espèces qui sont susceptibles d'être présentes sur site grâce à leur nom soit français soit latin. Je fais les observations soit directement à vue pour les insectes. On identifie aussi avec les jumelles ou la longue vue. Il y a des fois des captures au filet à papillons. Ensuite, on identifie et on rentre toutes les espèces dans Cartonature. De retour au bureau, il suffit de connecter la tablette à Internet et les données sont automatiquement synchronisées sur le portail cartographique où l'on peut extraire les tables d'espèces communes non localisées, faire des cartes des espèces à enjeu qui sont précisément localisées. Grâce au gabarit qu'on utilise, on peut directement récupérer le degré de protection et de menace de toutes les espèces que l'on a notées sur le site. On contribue à améliorer la connaissance scientifique en partageant les données que nous avons sur le terrain, ce qui permet d'avoir des informations sur l'absence et la présence de certaines espèces. Au fil des années et des projets, le service SIG est identifié comme un point ressource de connaissance du territoire. Mais nous avons souhaité aller plus loin et développer des solutions pour approfondir la collaboration entre le service SIG, le département environnement et les métiers de maîtrise d'œuvre d'OTE Ingénierie. Pour cela, nous travaillons depuis des années sur la 3D et les maquettes numériques. Comme vous le voyez, nous développons des maquettes paysagères autour de projets photovoltaïques, mais nous avons aussi développé d'autres pistes très prometteuses, permises par le partenariat entre Esri et Autodesk, notamment autour de la création de maquettes hybrides entre BIM et SIG. Maintenant, je vous propose de découvrir ces applications en nous accompagnant au stade de la Méno. Vous êtes ici donc au stade de la Méno à Strasbourg. C'est un stade qui a 40 ans, le plus vieux stade français en Ligue 1 en service, mais qui est arrivé en fin de vie. Donc il y a un projet de rénovation
qui a été votée par la collectivité Eurométropole de Strasbourg en mai dernier. Une rénovation qui va permettre à l'ensemble des tribunes d'être modernisées et mis en conformité par rapport à la réglementation actuelle. Une extension qui va permettre de faire passer le stade de 26 000 places à quasiment 32 000. L'intérêt du jumeau numérique et des outils qui vont être mis à disposition, c'est de pouvoir se projeter, de pouvoir comprendre le fait que les travaux vont se dérouler sur un site qui sera occupé pendant toute la durée des travaux, qui va continuer à accueillir de 20 000 à 32 000 à terme, et de faire cohabiter le chantier durant ces 3 années de travaux, c'est quelque chose de très complexe. Et un outil comme celui qui est proposé aujourd'hui permet de bien appréhender tous ces sujets-là. Comme nous venons de l'entendre, le jumeau numérique du Stade de la Méno a des intérêts dans plusieurs domaines. Chez OT Ingénierie, il a notamment un intérêt en termes de technicité. Ce jumeau numérique a permis de créer une maquette hybride d'interaction et de convergence entre les domaines du BIM et du SIG. Et parallèlement, c'est aussi un outil qui va permettre de piloter ce projet, notamment en phase opérationnelle pour les métiers de maîtrise d'œuvre et durant toute la durée des travaux. Le deuxième intérêt de ce jumeau numérique se situe dans la phase opérationnelle avec les équipes de maîtrise d'œuvre et de construction qui vont s'appuyer sur ce modèle pour piloter leurs opérations et avoir des outils, notamment lors des phases de travaux et de restructuration du stade. Ce jumeau numérique est aussi l'occasion de mettre en avant les technologies de SIG et notamment d'Esri en termes de collaboration entre toutes les équipes intervenant sur le projet, que ce soit l'architecte, les équipes techniques, notamment également l'Eurométropole de Strasbourg qui détient cet ouvrage. Et on va pouvoir faire en sorte que ce jumeau intervient à toutes les étapes du processus, dans une fluidité et dans une collaboration globale à toutes les étapes du projet. Nous sommes de retour au siège d'OTE Ingénierie et je vais vous présenter plus en détail le jumeau numérique du Stade de la Méno. En amont, la première étape a été de collecter, harmoniser les différentes données des différents producteurs et les mettre en forme sous le SIG. Et grâce au partenariat mis en place entre Esri et Autodesk, les maquettes BIM directement éditées sous Revit ont pu être lues directement dans le SIG ArcGIS Pro. La deuxième étape de ce projet s'intéresse à la numérisation des phases de projet. En effet, ce sont des simples planches A0 au format PDF. Il a ainsi fallu les numériser dans le SIG et leur ajouter une composante temporelle, ainsi avoir une couche 4D des phases de projet. La fonction première de cette application permet tout d'abord de visualiser les phases de chantier et notamment son avancement au cours des constructions dans une maquette notamment interactive. Les zones de chantier d'accès au public et de construction sont également consultables dans le chantier. Les flux du chantier des piétons et du véhicule sont également sélectionnables et consultables dans la maquette du jumeau numérique. Un affichage filaire a également été développé afin de voir à l'intérieur de la maquette et des bâtiments pour une meilleure visualisation des flux si déroulant lors des phases de chantier. On peut également accéder rapidement à la phase finale du chantier avec un module qui permet de switcher directement sur la vue du projet final. Un filtre d'étage a également été ajouté dans l'application. Un module statistique a été ajouté dans l'application pour également suivre l'état d'avancement des différentes maquettes BIM. Enfin, comme dans toutes applications et systèmes SIG, les différentes couches sont visualisables et on peut également les masquer pour toujours un souci de visualisation. Un module météo a été également ajouté dans l'application. Les quelques exemples que nous avons partagés avec vous aujourd'hui ne représentent qu'une petite partie de notre travail. La période que nous vivons actuellement est extrêmement stimulante. Les technologies avancent très vite. Nous avons énormément de données qui sont mises à disposition et je pense notamment aux données LIDAR HD de l'IGN. Il faut qu'on garde cependant nos réflexes de cartographe et sans cesse s'assurer que les représentations qu'on reproduit sont adaptées juste d'un point de vue scientifique et compréhensibles par tous. Les enjeux environnementaux sont majeurs aujourd'hui et de notre côté, il faut sans cesse que l'on invente de nouvelles solutions. Et on le voit donc avec cette plongée chez OTE Ingénierie, le SIG autour du jumeau numérique, c'est bien un outil de collaboration interdisciplinaire. Les métiers collaborent autour du territoire, c'est la force intégratrice de la géographie qu'on partage tous dans une même organisation. Ce qu'on a vu aussi, c'est comment
On ne pouvait plus aujourd'hui construire d'infrastructures sans intégrer le contexte géographique. On ne peut plus aujourd'hui construire une infrastructure et le modèle numérique de l'infrastructure sans l'intégrer avec le modèle numérique de l'environnement, de la géographie, c'est-à-dire le SIG. Alors, pour la prochaine séquence, on va poursuivre sur le sujet du jumeau numérique. Et on va vous montrer comment on a collaboré avec le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, notre partenaire dans le domaine du sous-sol depuis des années. On a collaboré avec eux autour de l'idée de mais si on poursuivait le jumeau numérique sur le sous-sol. Et on a travaillé avec la métropole d'Orléans Métropole pour essayer d'imaginer ce que serait un prolongement du jumeau numérique de la ville sous le sol. Le jumeau numérique du sous-sol au plafond, si tu me permets l'expression. Gaëtan, je crois que tu as une démo pour nous à venir. Merci Marjorie, merci Christophe. Quotidiennement, vous utilisez ArcGIS pour intégrer et gérer des données toujours plus riches et plus variées. Vous constituez ainsi le socle du jumeau numérique de votre territoire. À l'aide de vues immersives, de données 2D, 3D, de flux temps réel, de big data, vous modélisez aujourd'hui la réalité de ce qui se trouve en surface. Mais qu'en est-il concernant le sous-sol ? Dans cette démonstration, je vous propose de découvrir comment vous pouvez étendre vos jumeaux numériques aux espaces souterrains. Nous sommes sur le territoire de la métropole d'Orléans, que je remercie de nous avoir prêté quelques-unes de leurs données pour constituer cet exemple de jumeaux numériques. Vous visualisez le territoire de la métropole en 3D, avec notamment les bâtiments et les infrastructures. Un premier axe important du jumeau numérique, c'est sa capacité à être connecté à des flux de données temps réel. Un premier exemple ici, l'accès à des flux de caméras vidéo. Devant la cathédrale Sainte-Croix, ou ici, sur la place du Mar 3. Un autre exemple de données temps réel, ici, avec l'accès aux informations sur les taux de remplissage des principaux parkings du centre-ville. Un second point important pour les jumeaux numériques, c'est l'intégration et le partage des modèles techniques 3D détaillés des ouvrages actuels ou futurs. Ce qu'on appelle plus simplement les BIM. Une illustration ici avec le projet Comet concernant la construction du Palais des Congrès et du Palais des Sports de la métropole. Nous accédons à l'ensemble des objets BIM, intérieurs et extérieurs, correspondant aux phases de conception, d'exécution ou de livraison de ces deux ouvrages majeurs. ArcGIS me donne accès aux géométries 3D des objets, mais aussi à leur description, donc interrogeables dans le jumeau numérique. Vous découvrez ici différents objets métiers à l'intérieur du Palais des Sports. Un autre axe important du jumeau numérique, c'est la dimension temporelle. En effet, l'intégration de vues immersives comme celle de Cyclomédia permet certes l'immersion dans la réalité du territoire, la collecte de données et de mesures très précises, mais elle fournit également un historique très précieux sur l'évolution du territoire. En l'occurrence, pour suivre l'évolution de ce site, je dispose de vues immersives collectées en 2018 où les ouvrages ne sont pas encore construits. En 2021, durant la construction des deux bâtiments, et en 2022, à quelques mois de la livraison des ouvrages. Parmi les thèmes adressés par les jumeaux numériques des territoires, un des principaux concerne la connaissance des réseaux, qu'il s'agisse de réseaux de transport ou de réseaux d'énergie. Revenons au cœur de la métropole, dans cette rue parcourue par la ligne B du tramway. Grâce aux données LIDAR collectées depuis le sol, je dispose d'une représentation précise et réaliste de mes infrastructures et de mes équipements urbains. La navigation aisée et fluide à travers des centaines de milliards de points permettra, grâce aux outils d'ArcGIS, d'améliorer la complétude et la qualité des données de mon jumeau numérique. Par exemple ici, pour la collecte ou la validation des équipements liés à ma ligne de tramway. Ou encore ici, dans un contexte urbain souvent dense, complexe, multiniveau, pour le récollement des équipements liés à l'éclairage public. Que vous voyez ici apparaître en rouge. Une description précise de mes équipements, c'est important. Mais un jumeau numérique, c'est aussi la continuité des espaces. En particulier, la continuité entre ce qui se passe en surface et ce qui se passe en sous-sol. C'est le cas ici avec mon réseau d'éclairage public, dont les équipements sont en grande partie souterrains. Vous les voyez ici à leur position réelle, tout comme les autres réseaux présents dans le sous-sol.
la fibre optique, l'électricité, le gaz et le réseau de distribution d'eau. Mais allons plus loin que la gestion des réseaux. Un jumeau numérique du sous-sol contiendra d'autres infrastructures souterraines, comme des parkings, des tunnels, des sous-bassements d'ouvrages, ou d'autres types d'éléments comme des cavités, qu'elles soient anthropiques ou naturelles. Leur intégration dans le SIG permet à la fois une meilleure connaissance archéologique, mais aussi leur prise en compte dans la gestion des risques d'effondrement associés, comme ici, sous l'hôpital Porte-Madeleine. Grâce à cette donnée, on comprend l'organisation spatiale en 2 niveaux de cette carrière et les points d'accès depuis la surface. Les archéologues pourront également mieux comprendre la chronologie de leur développement. Cette donnée très riche a été collectée par le BRGM à l'aide d'un scanner laser mobile, en sous-sol et en surface pour en assurer le rattachement géographique. Le nuage de points étant géoréférencé, on peut l'intégrer dans ArcGIS et naviguer à l'intérieur des différentes cavités. On pourra aussi mesurer les hauteurs, les largeurs, les volumes ou encore comparer les emprises et les profondeurs par rapport aux équipements situés en surface. Alors justement, nous venons de faire un zoom sur l'une de ces cavités. Mais la métropole d'Orléans compte plus de 800 cavités recensées et suivies dans le cadre de son programme SICAVOR. Vous en visualisez quelques-unes ici, sous le sous-sol du centre historique d'Orléans. Et pour mieux appréhender les risques et les impacts de ces cavités sur l'urbanisme, une autre donnée souterraine va enrichir notre jumeau numérique, c'est la géologie. À l'aide de données géologiques de surface, de forage, de sondage, ArcGIS nous a permis de modéliser la géologie du sous-sol grâce aux couches de voxels. C'est comme des pixels, mais en 3D. On distingue en bleu clair les voxels correspondant aux formations de calcaire, notamment le calcaire de Beauce, matière première pour de nombreux bâtiments à Orléans depuis des siècles. On distingue aussi en bleu foncé le début de la nappe phréatique. Les capacités de croisement d'ArcGIS entre ces données géologiques 3D et la base de données des cavités va m'apporter des informations pertinentes pour la prévention autour des risques de mouvement de terrain. On voit bien ici l'intersection entre les cavités et la couche de calcaire. Voilà. À travers cette scène 3D, je vous ai montré quelques axes d'un jumeau numérique pour modéliser l'ensemble des espaces qui constituent votre territoire. Non seulement au-dessus du sol, mais aussi dans la continuité en dessous du sol. Une nouvelle frontière que vous pouvez franchir dès aujourd'hui avec ArcGIS. Et merci à toi, Gaëtan, bien évidemment. Alors, le sous-sol, on le voit, hein, c'est devenu un véritable terrain de jeu pour les géomaticiens et les géomaticiennes. Ça occasionne aussi de très nombreux cas d'usage. Tout à fait de nombreux cas d'usage que vous avez vus ou esquissés dans la démonstration autour de la gestion du patrimoine historique de la ville, autour de l'urbanisme, de la gestion des risques dans la ville. Donc nous, on encourage nos utilisateurs dans les domaines urbains à explorer cette idée, à engager Esri France et le BRGM, notre programme Marco Polo, par exemple, autour des collectivités locales, pour investir ce champ de recherche sur l'extension du jumeau urbain sous le sol. Le jumeau numérique, c'est une description vivante du territoire, si tu me permets l'expression, tellement vivante d'ailleurs que désormais elle est mobile. Et tout à fait, hein. Il y a un domaine où le concept de jumeau numérique est particulièrement vivant, c'est le domaine des transports et plus particulièrement des transports urbains. Alors le prochain exemple qu'on a voulu mettre en valeur, c'est Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports et des mobilités en Île-de-France. Et Île-de-France Mobilité travaille avec Coexia, qui est un partenaire Esri prépondérant, à une analyse de l'adéquation de l'offre et de la demande de transport en Île-de-France, à un moment où, je parle là des réseaux de bus, l'ouverture aux opérateurs alternatifs est en cours sur le territoire de l'Île-de-France, et où le Grand Paris rebat un peu les cartes du transport urbain en Île-de-France. Donc la solution de Coexia, elle s'appelle Mobility Analytics, et elle consiste à agréger du big data de chez Île-de-France Mobilité, notamment les validations de titres de transport à la montée dans les bus par les passagers, de prendre ces données, des millions de données, de les agréger dans le temps, de les agréger dans l'espace,
et les croiser avec la population. On les croise avec un modèle très fin de distribution géographique de la population, un modèle qui est construit par SC France qui s'appelle France 50, qui répartit la population française sur une maille de 50 mètres sur le territoire. Tout ça, ça aide Île-de-France Mobilité à mieux comprendre l'adéquation de l'offre et de la demande de transport en Île-de-France. Et se frotter à ces big data avec une dimension géographique, c'est effectivement une frontière à atteindre et à dépasser pour nos clients. Alors ces frontières, on essaie de les dépasser depuis le début de cette émission de plénière avec toi, Christophe, mais on a parlé de beaucoup de technologies. On venait juste de parler de big data ensemble sur le dernier exemple, d'IA, de jumeaux numériques. Forcément, ça occasionne beaucoup plus de data, donc beaucoup plus de complexité. Sauf que tes utilisateurs et utilisatrices ne sont pas toutes et tous data scientists. Tout à fait, on a une avalanche de nouvelles données, de nouveaux outils, de nouveaux algorithmes. Et tout ça, si on ne fait pas attention, ça fait aussi une avalanche de complexité et une complexité exponentielle dans les outils. Et donc, nous, notre travail, et on fait ça depuis 30 ans, parce que c'est sans fin en fait, c'est de rendre tout cela accessible à nos utilisateurs et de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'Argis soit une plateforme facilement déployable auprès des utilisateurs finaux, donc simple pour ceux qui l'administrent et simple pour ceux qui l'utilisent. Et bref, c'est notre travail quotidien. Ça veut dire quoi, que vous avez une approche no-code chez Esri ? Et effectivement, on a une approche no-code depuis bien avant que le buzzword soit à la mode. On a mis en place des générateurs d'applications qui permettent sans code de générer de créer des applications pour les utilisateurs finaux. Et on continue d'accélérer dans ce domaine-là. On le continue dans deux directions. Éviter de coder pour faire des applications, générer des applications simplement. Et deuxièmement, intégrer simplement les outils du SIG, les outils cartographiques, dans les outils quotidiens des systèmes d'information de nos clients. Donc on a demandé là maintenant à Reynald et Pauline d'Esri France de nous faire une démonstration de deux composants qui sont très significatifs dans cette orientation-là. C'est d'abord Data Pipeline pour Argis Online et le deuxième, c'est Argis pour Microsoft 365. Et là, on parle de quoi ? On parle de l'intégration d'Argis dans Teams, un outil de collaboration extrêmement répandu, et dans Microsoft Power Automate, un outil de modélisation et d'exécution de processus d'entreprise qui enchaîne les tâches quotidiennes de beaucoup de nos clients. Donc je passe la parole à Reynald, puis Pauline, pour nous faire cette démonstration. Merci Marjorie, merci Christophe, et bonjour à tous. Data Pipelines est une nouvelle fonctionnalité d'Argis Online qui va vous faciliter l'intégration des données. Dans cette démonstration, je vais vous montrer comment les pipelines de données permettent d'importer des données provenant de différentes sources externes, d'effectuer un traitement préparatoire des données et d'écrire les résultats dans une couche utilisable dans tous vos processus. Pour commencer, j'accède à Data Pipelines depuis le lanceur d'application. Je vais créer un nouveau pipeline de données. Et mon travail va s'articuler autour de 3 étapes. Le choix des données en entrée, l'utilisation d'outils de préparation et la génération des données en sortie. Dans la première étape, on voit que différentes sources de données sont proposées, fichiers ou URL publics, stockage cloud, base de données ou couche d'entités ArcGIS. Je vais intégrer un fichier GeoJSON sur les sentiers de grande randonnée du Finistère. Je sélectionne le fichier, ici téléchargé en local. Ce fichier sera ensuite hébergé dans mes contenus. En quelques secondes, je vais pouvoir visualiser les données et commencer à travailler dessus. La console d'aperçu facilite l'exploration des données tout au long du processus. Je peux utiliser la vue tabulaire de ces données, un aperçu cartographique si elles possèdent une géométrie. Je peux également afficher le schéma de mon jeu de données. J'ai également besoin d'intégrer un second fichier contenant cette fois les sentiers de promenade et de randonnée du Finistère. Je vais répéter l'opération d'intégration d'un second fichier GeoJSON et l'ajouter à mon pipeline de données. En explorant le schéma de ce second jeu de données, je constate par exemple que le champ longueur est en format chaîne. Je vais donc devoir le modifier pour pouvoir l'utiliser. Pour ce faire, je vais explorer la liste des outils qui me permettent de nettoyer, créer, mettre en forme ou intégrer des données. Grâce à l'outil
mettre à jour des champs, je vais pouvoir ici mettre à jour le champ longueur, en profiter pour également modifier son nom et changer son type de chaîne à double. Maintenant que mon modèle de données est propre, je vais pouvoir fusionner les deux jeux de données en un seul. Un simple glisser-déposer me permet d'associer ces deux jeux de données que j'ai intégrés et je peux contrôler les résultats de cette fusion via l'aperçu de la table et l'aperçu cartographique également mis à jour. Si tous les champs ne me sont pas utiles, j'ai toujours la possibilité de sélectionner des champs et de personnaliser la liste de ceux qui seront conservés en sortie. J'en retire ici quelques-uns de la liste des champs qui ne me sont pas utiles. Dans la structure, je peux constater que la géométrie est définie avec un code correspondant au système Lambert 93. Je vais ici décider de projeter la géométrie dans une autre référence spatiale pour optimiser les performances et je choisis ici le WGS84 Web Mercator. Pour finir, je ne souhaite intégrer que les randonnées pédestres. Pour cela, je vais pouvoir filtrer par attribut mon jeu de données et choisir ici de n'intégrer que les sentiers où la pratique est pédestre. Je pourrais également filtrer mes données sur une étendue géographique, simplifier les géométries ou encore supprimer les doublons. Maintenant que je dispose de toutes les informations dont j'ai besoin, je vais pouvoir configurer la couche d'entité en sortie qui sera ensuite hébergée sur mon portail. Je n'ai plus qu'à lui spécifier son nom et à choisir de créer une nouvelle couche d'entité. Mais vous voyez également la possibilité de remplacer complètement les données d'une couche ou d'ajouter et mettre à jour les enregistrements d'une couche existante. Je peux maintenant exécuter mon pipeline de données et suivre dans le volet message l'état d'exécution. Pendant ce temps, j'en profite pour vous signaler que prochainement dans ArcGIS Online, il sera possible de programmer et automatiser l'exécution d'un pipeline de données, facilitant ainsi le maintien à jour de données externes mises à jour régulièrement. Maintenant que l'exécution est terminée, nous pouvons voir dans les résultats que la couche d'entité a été créée. Vous l'avez vu, en quelques secondes, j'ai pu choisir, explorer, préparer et intégrer les données dans ArcGIS Online depuis une interface simple d'utilisation par des glissés-déposés. Ces données sont maintenant prêtes à être utilisées dans tous les processus. Ici, par exemple, dans une carte web créée avec MapViewer, mais aussi partout dans ArcGIS ou même en dehors d'ArcGIS, dans toutes vos applications du quotidien. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Pauline. Merci Reynald. Et bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais un outil de collaboration a pris une place considérable dans mon quotidien. Je veux parler de Microsoft Teams. Et je parie que pour bon nombre d'entre vous, c'est également l'application sur laquelle vous passez le plus de temps dans la journée. Teams fournit une interface centrée sur la collaboration en proposant des capacités comme les réunions et les discussions instantanées. Le composant ArcGIS for Teams propose une fenêtre intégrant ArcGIS dans Microsoft Teams. Il permet aux utilisateurs Teams de collaborer dans un environnement familier et d'accéder facilement aux données et applications géospatiales de l'organisation. Les utilisateurs peuvent rechercher et partager des contenus ArcGIS dans une discussion ou une réunion. Pour faciliter la collaboration en temps réel, il est possible d'intégrer des cartes et des applications dans des réunions. Comme par exemple ici, avec la carte du plan départemental des itinéraires de randonnée du Finistère. Il est également possible d'épingler des applications sous forme d'onglets dans un canal. Ici, l'interface utilisateur principale représente un tableau de bord des signalements effectués sur les circuits de randonnée. Il contient la carte des chemins de randonnée préalablement retravaillée dans Data Pipeline et complétée des signalements effectués sur ces chemins.
Cette carte est accompagnée d'une liste déroulante sur le côté gauche, de graphiques et d'indicateurs interactifs auxquels nous sommes tous habitués. À droite, il est possible d'intégrer également la conversation d'équipe. Les utilisateurs de l'organisation peuvent donc communiquer entre eux directement dans Teams, tout en travaillant avec le produit d'information. Les collaborateurs peuvent également soumettre un nouveau signalement en utilisant un formulaire ARGIS SER2023. Il est possible d'inclure l'emplacement du signalement, préciser le type d'information, joindre une photo et rédiger un commentaire afin d'enrichir la description, de manière à fournir aux équipes d'intervention toutes les informations nécessaires. Et encore une fois, nous n'avons pas besoin de quitter Teams. ARGIS est également compatible avec Microsoft Power Automate, qui offre un service d'automatisation des processus d'entreprise. Grâce aux capacités d'ARGIS for Power Automate, les utilisateurs peuvent rester informés en temps réel via des notifications de l'état des signalements. C'est notamment le cas ici des modérateurs qui reçoivent une synthèse des informations pour chaque signalement émis dans un canal. Pour chacun de ces signalements, justement, une intersection spatiale est automatiquement déclenchée pour identifier le circuit et la commune d'intervention. Les modérateurs pourront ainsi rapidement définir un statut et une priorité. Simplement en définissant ces deux valeurs dans Teams, cela mettra automatiquement à jour l'enregistrement stocké dans la couche d'entité ARGIS. Cela va également déclencher, dans un second temps, la publication d'une demande d'intervention dans un autre canal, celui des agents en charge de l'entretien. Ces mêmes agents peuvent ainsi prendre connaissance de l'intervention à réaliser depuis l'application Teams sur leur téléphone mobile. Un lien leur permettra d'ouvrir l'application ARGIS Field Maps, depuis laquelle ils vont pouvoir localiser précisément le lieu d'intervention, se rendre sur place et mettre à jour le statut de l'intervention. Une fois la collecte terminée et l'information synchronisée, tous les membres de l'équipe vont pouvoir ensuite visualiser en temps réel l'avancement de l'état des signalements. Ils pourront alors interroger et analyser les données dans une vue simple et intuitive. Exploiter les investissements technologiques existants tels que ARGIS et Microsoft 365 permet de créer des processus de travail performants, sans avoir besoin de code personnalisé, ni de Python, ni même de fonctions Azure exécutées en arrière-plan. Il n'y a rien d'autre que des outils configurables tels que ARGIS for Teams et ARGIS for Power Automate. Ces deux solutions permettent aux utilisateurs de travailler dans une seule et même application en intégrant toutes les autres applications provenant de différents systèmes d'entreprise, y compris leur système d'information géographique. Et j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à utiliser Teams. Vous le savez, c'est un outil du quotidien. Vous pouvez désormais le mixer avec votre SIG. Tout à fait. Si vous avez accès à ARGIS, vous avez accès à tous ces outils d'intégration dans Microsoft 365. Donc allez-y, il ne faut pas hésiter. Alors, Esri, ce n'est pas qu'un éditeur de logiciels, pour le coup. C'est aussi une force de conseil, une force d'accompagnement sur des sujets tech, les sujets du moment, comme l'IA, par exemple. Tout à fait. Et c'est surtout sur ces sujets-là qu'on accompagne nos clients pour les aider à transitionner en fait, vers ces nouveaux domaines. L'exemple qu'on a voulu mettre en évidence aujourd'hui, c'est le projet qu'on a mené, Esri France, avec Enedis, autour du sujet de la détection de la végétation aux abords des lignes électriques. Alors c'est un grand problème, un gros problème de la maintenance des lignes électriques, d'éviter les accidents dus à la végétation qui pousse le long des lignes. Et le business case de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, pour surveiller la végétation autour des lignes, on utilise des hélicoptères. Et les hélicoptères, c'est efficace, mais c'est très cher à l'heure de vol et c'est pas très vertueux en termes environnementaux et d'émissions CO2. Et donc l'alternative naturelle à l'hélicoptère, c'est quoi? C'est le drone. Mais le drone, il a un problème, c'est qu'il a quand même beaucoup moins d'autonomie qu'un hélicoptère. Et donc, il faut résoudre cette équation de mieux cibler les zones à survoler avant de les survoler pour pouvoir détecter les potentiels conflits avec la végétation le long des lignes électriques. Pour ça, on a utilisé une donnée très riche et très homogène et très cohérente sur tout le territoire français est très disponible, qui s'appelle la BD Ortho de l'hygiène, une couverture aérienne complète du territoire. Et on a utilisé ARGIS Pro avec ces fameux modèles
d'IA intégrée dont on a parlé au début. C'est 60 modèles, dont un modèle sur la végétation. Alors ce modèle, on l'a entraîné sur les végétations locales des régions françaises sur lesquelles on a fait l'étude. Et à la fin, on a pu calculer facilement quelles étaient les zones du territoire à cibler, quels étaient les kilométrages de survol par des drones qu'il fallait effectuer pour mieux cibler les zones de végétation à surveiller par rapport aux risques sur les lignes électriques. Alors on voit qu'avec des données largement disponibles, IGN, Météorto, avec des algorithmes puissants d'IA intégrés et avec du conseil d'Esri France, nos utilisateurs repoussent aussi leurs propres frontières. Et ici, la frontière d'Enedis a repoussé, c'était être plus efficace en termes financiers et en termes environnementaux. Allez, je vais repousser une dernière frontière. Évidemment, c'est celle de notre tout dernier exemple de la matinée. On va justement regarder ce que fait l'Institut Paris Région, puisqu'il y a énormément de réalisations de cet institut autour des questions de changement climatique, de la data, du SIG, des cartes, à l'échelle d'un territoire qui est celui de l'Île-de-France. Et Esri s'associe évidemment à ces réalisations-là. Tout à fait. Et après cette présentation, on accueillera en plateau Nicolas Bocquet, le directeur général de l'Institut Paris Région, pour poursuivre la discussion. Alors, laissons la parole à Pauline Louis d'Esri France et Erwan Cordeau, qui est chargé d'études énergie et climat à l'Institut Paris Région, pour la prochaine présentation. Le changement climatique est un défi mondial qui ne connaît pas de frontières et ses effets se font ressentir partout. Nous allons découvrir comment il peut affecter notre environnement et notre société. L'Institut Paris Région s'est penché sur la question en Île-de-France et nous retrouvons aujourd'hui Erwan Cordeau, chargé d'études climat-énergie, qui va nous présenter les travaux de l'Institut sur le sujet. Bonjour Erwan. Bonjour Pauline. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelles sont les spécificités du territoire francilien par rapport au changement climatique? Alors, les données de la recherche montrent qu'entre 1950 et aujourd'hui, la température moyenne annuelle a déjà augmenté de 2 degrés en Île-de-France. Le changement climatique progresse donc rapidement. Cependant, notre territoire semble très hétérogène. Si l'on regarde cette carte d'occupation des sols, la région est composée d'un centre urbain très dense, mais aussi de nombreux territoires en périphérie, composés d'espaces agricoles et d'espaces forestiers. J'ajouterais que sur cette carte, on voit l'agglomération qui est marquée par des records de densité en son centre notamment, et une très grande hétérogénéité sur le plan géographique, sociodémographique et urbain. Il y a donc des différences très fortes au sein même du territoire. Justement, pour une région comme l'Île-de-France, quelles sont les vulnérabilités face aux aléas climatiques? Alors, pour l'Île-de-France, nous disposons d'un récent diagnostic de vulnérabilité régionale qui met en évidence la nécessité de faire face à 5 familles d'aléas climatiques: l'augmentation des températures, la baisse des vagues de froid et du nombre de jours de gel, l'intensification des précipitations extrêmes, l'intensification des sécheresses et notamment la sécheresse des sols, ainsi que l'augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur et de canicules. Donc si on reste un peu plus longtemps sur ce dernier point, quand on parle de vagues de chaleur et surtout d'augmentation de leur nombre, sur quelles données et références se base-t-on? Alors, les données du portail DRIAS de Météo France sont déjà parlantes pour apprécier cartographiquement les tendances et l'évolution des principaux indicateurs du changement climatique. Ces évolutions s'apprécient en fonction des niveaux de baisse des trajectoires de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre à court, moyen ou long terme. Sur cette carte, vous pouvez voir la référence du nombre de jours de vagues de chaleur établi entre 1976 et 2005 annuellement. Il est sur la partie ouest de la région entre 6 à 7 jours de vagues de chaleur. Sur la partie est et sud de la région entre 9 et 10 jours de vagues de chaleur. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre de plus en plus de vagues de chaleur. Pour parler un peu du futur, comment prévoyons-nous l'évolution de ce phénomène par rapport à cette référence d'ici la moitié du siècle? On parle plutôt d'évolution probable. Oui, le récent diagnostic francilien de vulnérabilité souligne notamment les enjeux en lien avec le nombre de jours de vagues de chaleur, la fréquence et la sévérité probable des événements caniculaires. Nous voyons ici que la prospective des vagues de chaleur n'est pas bonne, avec plus ou moins une multiplication par 4 du nombre du phénomène observé.
Le nombre de jours ne sera plus compris entre 6 et 10, comme nous l'avons vu à l'instant dans la carte de référence, mais entre 25 pour le nord de la région et 34 pour le sud. Et si nous mettions en place, disons, des politiques climatiques visant par exemple à réduire nos émissions de CO2, dans ce cas-là, est-ce que cette évolution probable pourrait être un peu meilleure ? Dans ce cas, vous voyez sur cette projection que l'augmentation du phénomène serait très certainement moins amplifiée. Cela permettrait d'éviter 4 à 5 jours de vagues de chaleur supplémentaires dans l'ensemble de la région. Oui, donc la mise en place de politiques climatiques, elle semble primordiale, mais on voit que dans tous les cas, il faut s'attendre à une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux de ce changement sur le territoire francilien ? Alors, quand on parle d'enjeux, 3 registres ont à étudier communément. Premièrement, la santé et le cadre de vie des franciliens. Ensuite, la biodiversité et les ressources naturelles. Et enfin, les activités économiques et les grands services collectifs. L'Institut a mené une étude de vulnérabilité à l'échelle des îlots morphologiques urbains ou pâtés de maison en Île-de-France par des approches multicritères mobilisant des données géographiques, socio-démo-urbaines. Oui, donc on voit en effet sur votre application consacrée aux îlots morphologiques urbains différentes cartes abordant des thématiques diverses comme les volumes de bâti, l'imperméabilisation des sols ou encore le pourcentage de végétation arborée. Pour parler maintenant à l'échelle de l'agglomération, on sait qu'en ville, le ressenti de la chaleur est beaucoup plus intense qu'à la campagne. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela est dû ? Alors, si la géographie des canicules est variable pouvant concerner toute la France comme en 2003 ou seulement quelques départements, les agglomérations sont en effet souvent source de perturbations. Ce ressenti est lié à l'effet d'îlot de chaleur urbain, notamment très marqué en l'absence de vent les nuits d'été. La ville garde cette chaleur en excès et peine à se refroidir la nuit, contrairement à la campagne. Dans notre application Chaleur en ville, on a évalué les propriétés de chaleur et de fraîcheur le jour, la nuit, du référentiel des zones climatiques locales. Cette application prend également en compte la sensibilité de ces îlots du point de vue de la population. Par exemple, l'exposition des personnes potentiellement plus sensibles la nuit à la chaleur du fait de l'âge, comme les enfants en bas âge ou les personnes âgées ou les ménages isolés. Enfin, d'autres critères sociaux peuvent renforcer les vulnérabilités, comme la proportion plus élevée de ménages pauvres. Nous pouvons également rencontrer des difficultés territoriales comme la non-proximité à un espace vert public ou à un service d'urgence hospitalière. En fin de compte, c'est la combinaison non seulement des zones de chaleur, mais aussi de la sensibilité et des difficultés à faire face qui permet de dresser une carte de la vulnérabilité à la chaleur urbaine, et ce à l'échelle de l'îlot morphologique, de jour, mais aussi et surtout la nuit. Je suppose que cette carte est un outil très précieux pour les décideurs. Effectivement, cela permet de tirer plusieurs enseignements majeurs. Le premier est la confirmation que la ville de Paris et la métropole du Grand Paris sont particulièrement concernées par cet enjeu de chaleur urbaine. Le deuxième est qu'une surreprésentation des ménages pauvres s'observe dans les zones à effet de chaleur urbaine marquées. Enfin, une première indication des lieux prioritaires d'intervention est révélée par ce diagnostic de vulnérabilité à l'échelle des pâtés de maison. Ce sont des lieux qui mériteraient de poursuivre ce diagnostic de vulnérabilité jusqu'à l'échelle du bâtiment et de leurs occupants. Et donc, une fois que ces zones d'action prioritaires ont été détectées, quelles actions, justement, peut-on mettre en place pour essayer de réduire leur vulnérabilité ? Là aussi, les solutions d'adaptation sont également multicritères et reposent sur 3 grands registres, comme le montre cette application. Le renforcement des capacités à faire face, comme l'ouverture des espaces verts publics de rafraîchissement, comme l'accompagnement de la sensibilité des territoires, comme avec l'exemple du repérage des populations sensibles, et bien évidemment la lutte contre les effets d'îlots de chaleur urbains, en privilégiant notamment les solutions d'adaptation fondées sur la nature, comme par exemple la renaturation
des sols en ville. Alors justement, en parlant de renaturation des sols, l'Agence régionale de biodiversité à l'Institut a travaillé sur un projet européen nommé ReGreen. Je vous propose de retrouver Marc Barra, écologue à l'ARB, pour nous en dire un peu plus. À l'ARB, on travaille sur des solutions pour réconcilier l'urbanisme et la nature en ville. Et justement, déployer massivement la nature en ville fait partie des solutions pour l'adaptation au changement climatique. Il existe une multitude d'actions possibles, comme réouvrir des rivières, créer des zones humides, planter des arbres, évidemment, ou créer des boisements urbains. Et toutes ces solutions, elles vont avoir un impact positif évidemment sur le confort thermique, mais pas que. Ce sont aussi des solutions qui permettent de mieux gérer les eaux pluviales et qui vont apporter des bénéfices à la biodiversité évidemment et aussi aux habitants en améliorant leur santé et leur cadre de vie. Alors on encourage de déployer ces solutions dans les villes sur les secteurs qui sont fortement minéralisés et dégradés. C'est ce qu'on appelle la renaturation, qui va permettre de restaurer des sols vivants et de la pleine terre. Il peut s'agir par exemple d'anciens parkings ou places de stationnement, cours d'école, cours d'immeubles qu'on va transformer en espaces de nature à part entière. Et justement, pour aider les collectivités à identifier des sites prioritaires pour la renaturation, on a créé l'outil ReGreen dans le cadre d'un projet européen. Merci Marc. L'Institut a donc publié un cartovis dans le cadre du projet ReGreen pour favoriser le déploiement de solutions fondées sur la renaturation des villes. Pouvez-vous, Erwan, nous expliquer comment on peut l'utiliser justement en lien avec l'enjeu de chaleur urbaine dont nous avons parlé juste avant ? L'enjeu de chaleur urbaine pour la santé humaine l'est aussi pour la biodiversité. Les stress hydriques et thermiques pour l'ensemble du vivant sont amenés à se répéter. Ils sont source d'affaiblissement de la nature en ville. La renaturation des sols en ville est un exemple de solution au croisement des enjeux climat, biodiversité, société. Dans l'outil ReGreen que vous avez à l'écran, on peut rentrer par les enjeux santé, cadre de vie, et visualiser à la maille les zones où la population est la plus vulnérable à la chaleur urbaine. Ici, sur la commune d'Aubervilliers, on peut apprécier à ce même niveau de présentation l'enjeu biodiversité, à savoir les zones urbaines défavorables à l'accueil de la biodiversité. In fine, l'outil propose de visualiser le potentiel de renaturation en cartographiant précisément les espaces de la ville d'Aubervilliers potentiellement renaturables et en fonction du nombre d'enjeux associés à leur renaturation, biodiversité, changement climatique et santé cadre de vie. Merci beaucoup Erwan. Cette étude de vulnérabilité territoriale constitue une étape fondamentale dans une compréhension accrue des défis associés à la chaleur urbaine, ainsi que dans la formulation de stratégies d'adaptation spécifiquement ciblées. Il existe de nombreux autres aléas liés au changement climatique, sur lesquels l'Institut a travaillé via des approches croisées par la géographie. Cela permet de proposer des cartovises autour desquelles les parties prenantes peuvent échanger et collaborer pour prendre des décisions. Malgré leur complexité, les enjeux sont souvent communs et nécessitent une forte collaboration. Les approches croisées par le SIG sont un moyen essentiel pour aborder la complexité de ces problématiques. Alors merci Pauline, merci Erwan. Une très belle collab entre Esri France et l'Institut Paris Région. Alors nous avons le plaisir, Marjorie, d'accueillir Nicolas Bocquet, le directeur général de l'Institut, sur le plateau de SIG 2023 et de la session plénière. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'Institut Paris Région, je voudrais remercier vos collègues et vous-même de la collaboration sur cette séquence et plus largement de votre confiance envers Esri depuis de très nombreuses années. Merci pour votre accueil, on est vraiment ravis de cette collaboration de long terme. Une collaboration, on l'a vu, qui ne s'arrête pas là, puisque Nicolas, dans le projet ReGreen, ce sont 145 communes prioritaires qui permettent justement à l'agence Île-de-France Nature de pouvoir mettre en action cette renaturation. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer plus concrètement, plus précisément, comment est-ce que les cartes justement et les expertises de l'Institut supportent les politiques publiques en Île-de-France ?
Oui, alors cette question de la renaturation, je vais dire, c'est un exemple presque parfait de cette articulation entre l'expertise, notamment cartographique, la volonté politique, le projet politique et puis les dispositifs de politique publique. Le projet politique, c'est celui de Valérie Pécresse, il y a maintenant 2 ans, de lancer une grande action de renaturation par la région. Traditionnellement, la région a déjà œuvré à la préservation de la ceinture verte qui entoure l'Île-de-France. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien sûr, avec le réchauffement climatique, de faire revenir la nature en ville. Et donc, c'est la mission qu'elle a confiée à l'Institut Paris Région de réfléchir aux dispositifs à mettre en œuvre. Et il se trouve que l'Institut travaillait depuis quelques années grâce à un projet européen dont on vous a parlé, ReGreen, à travers ses équipes dédiées à la biodiversité, ont travaillé sur ces enjeux de la renaturation et abouti d'abord à un guide de la renaturation et à cette cartographie qui a permis de cibler à la fois les enjeux et les opportunités. Et donc, quand il a fallu construire cette feuille de route, eh bien, on a pu s'appuyer directement sur cette cartographie, à la fois pour cibler ces zones à enjeu. Vous parliez de ces différentes communes qu'on ciblait comme prioritaires pour différents critères, vous en avez parlé, et puis en même temps pour donner aux acteurs locaux les moyens d'identifier plus rapidement les différentes opportunités de renaturation. Et donc, dernier volet, les dispositifs de politique publique, la transformation de l'Agence des espaces verts en l'Agence Île-de-France Nature, cette nouvelle mission qui lui est confiée par la région et cet appel à manifestation d'intérêt. Et je crois que c'est hier même que les premiers projets ont été officialisés qui traduisent concrètement cette ambition politique appuyée sur des outils d'expertise, traduite concrètement dans des politiques publiques. Donc dans la phase qui est la nôtre, avec les enjeux qui sont devant nous, qui sont absolument énormes, et ce doute qui est mis aujourd'hui sur la capacité des politiques publiques à y répondre, je pense que ce sont des exemples qui peuvent, redonner foi dans l'action publique si elle est bien assise sur ces 3 piliers, hein, la volonté politique, l'expertise, et puis des politiques publiques efficaces et bien conçues. On en a d'autres exemples, évidemment, à l'Institut Paris Région. L'autre exemple que vous avez développé ici, c'est la question notamment des îlots de chaleur urbains. Et je veux dire, ça a été, on a avec le plan régional d'adaptation au changement climatique qui a été adopté par la région l'année dernière, un petit peu le même type de collaboration extrêmement étroite. L'Institut Paris Région a fait le diagnostic de vulnérabilité, donc réfléchir, cartographier les risques qui pèsent aujourd'hui davantage sur l'Île-de-France du fait du réchauffement climatique. Et puis, en aval des politiques publiques, travailler à leur mise en œuvre et très concrètement, ce travail sur les îlots de chaleur urbains, il est corrélé à une carte que nous allons sortir dans quelques mois, qui est celle des abris climatiques. Et comment est-ce qu'on pense aujourd'hui la répartition d'abris climatiques sur le territoire corrélée avec les îlots de chaleur urbains et avec la vulnérabilité sociale. Il faut que tout ça soit articulé ensemble si on veut que ce soit bien conçu, efficace et que donc, encore une fois, que nos concitoyens retrouvent confiance dans l'action publique. Voilà 2 exemples très concrets. Et puis, les dernières cartes que je voudrais mentionner, parce que ça nous a beaucoup occupé l'année dernière, c'est ce qu'on appelle le SDRIF, c'est un peu technique, mais c'est le schéma directeur de la région Île-de-France. C'est le grand document de planification qui a été adopté par le Conseil régional le 12 juillet dernier. Et là, ce sont beaucoup de cartes, c'est beaucoup d'expertise de l'Institut Paris Région qui sont, intégrées, des cartes pour donner les éléments aux élus, dans leur responsabilité de dessiner le chemin qui doit être celui de la région, et puis des cartes qui ensuite peuvent indiquer à l'ensemble des acteurs régionaux, collectivement, c'est une carte normative, donc ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais c'est aussi une carte qui traduit un projet collectif, et pour une région comme la nôtre, évidemment avec des enjeux considérables pour le pays tout entier. C'est une très belle responsabilité qui nous est confiée. La géo littéralement en action. Ouais, voilà. Exactement. Et la data en action aussi. La semaine dernière, la région Île-de-France fêtait la data, une semaine de séminaire sur la data en Île-de-France et avec la data géographique. Et j'ai bien l'impression que l'Institut est le fer de lance de la data pour la région. Absolument. On travaille en étroite collaboration avec la région. Nous, notre responsabilité, c'est la connaissance du territoire. Et c'est vrai qu'avec tous ces défis qui sont les nôtres, climatiques et environnementaux, mais aussi économiques et sociaux, on voit bien que la question de la territorialité, elle revient. Voilà. Et donc de pouvoir croiser, réunir la donnée, mais aussi de pouvoir la situer
C'est ça qui fait la différence. C'est ça, on parle beaucoup de planification écologique aujourd'hui. Mais au fond, la planification écologique, elle ne peut se faire que quand on a une approche territorialisée. Sinon, on peut être toujours dans le en même temps, dans les injonctions contradictoires. Mais quand on regarde précisément, c'est l'exercice de planification, un territoire, eh bien là, on est confronté au choix. Nous, notre mission, c'est pas de choisir, on n'est pas un organisme politique, c'est d'éclairer les choix des élus et d'embarquer aussi les citoyens dans ce débat. Et voilà, et à un endroit, eh bien, éclairé par un certain nombre de données, de contexte, eh bien, il faut décider si on garde, enfin voilà, si on protège la nature et la biodiversité, si on dédie cet endroit au développement économique dont on a besoin également, à la construction de logements qui est une priorité, autant de choix que nous contribuons à éclairer à travers ces cartes enrichies de tous les outils que nous pouvons développer aujourd'hui en collaboration avec vous. Et donc, moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je vois les réalisations de l'Institut autour de la région Île-de-France, c'est que j'ai vraiment l'impression que la région, c'est le bon niveau de territoire. Le millefeuille français, on sait qu'il est bien épais. Hein. La région, c'est le bon niveau de territoire pour pouvoir analyser, définir et appliquer ces politiques d'adaptation au changement climatique. Oui, là, vous prêchez un converti. Je suis venu travailler à la région Île-de-France et à l'échelle régionale justement parce que j'étais convaincu de cela. Alors, je suis convaincu de manière générale pour les politiques publiques parce que, à mon sens, l'échelle régionale, c'est l'échelle qui est suffisamment stratégique, suffisamment grande pour être stratégique, pardon, et donc pouvoir faire des preuves de concept en matière de politique publique. C'est-à-dire que c'est à cette échelle, on peut, sur la base d'un corps politique qui est celui de la région, qui est démocratiquement élu, appuyer sur l'expertise, on peut définir des politiques publiques et montrer qu'on peut faire une différence. Et en même temps, c'est quand même une échelle suffisamment territorialisée pour qu'il puisse y avoir un jeu avec les acteurs territoriaux et qu'on sache de quoi on parle et où ça se passe. Et là, je reviens à mon propos précédent. Aujourd'hui, face à ces grands défis, on peut, je dirais, faire beaucoup de concepts, mais tant qu'on ne sait pas où ça se passe et avec qui, on a peu de chances de vraiment faire avancer les choses. Et l'échelle régionale, elle est intéressante. Elle est intéressante pour une troisième raison, c'est qu'elle ne laisse personne en dehors du territoire. On a également des agences d'urbanisme qui fonctionnent à l'échelle métropolitaine, et c'est tellement important que nos métropoles elles-mêmes gagnent en capacité d'expertise. L'intérêt de l'échelle régionale, c'est qu'elle couvre tout le territoire et après les gilets jaunes, aujourd'hui où ces fractures territoriales sont évidentes, d'avoir une maille régionale qui permet d'embrasser tout le territoire et les articulations de ces différentes facettes, c'est important. Dernier point, particulièrement vrai sur l'adaptation au changement climatique. L'atténuation, d'abord c'est la priorité absolue, j'ai envie de dire son échelle, elle est mondiale. L'adaptation, l'échelle régionale est intéressante parce que c'est à cette échelle qu'on est dans l'échelle du cadre de vie. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte, et on y travaille beaucoup à l'Institut Paris Région, en territorialisant les effets du changement climatique dans une dimension prospective. Il n'y a pas que la prospective, on voit les effets aujourd'hui, mais on les anticipe demain, et on essaie de montrer ce que ça va faire concrètement au territoire, c'est-à-dire à un cadre de vie qui vous est familier, que vous pouvez vous représenter, et donc qui est une échelle où la prise de conscience et la mobilisation peut être plus forte, mais en même temps où encore une fois, on est à une maille suffisante pour faire la différence. Quand on est à l'échelle régionale, d'une région comme l'Île-de-France, sur les énergies renouvelables, sur la lutte contre le réchauffement urbain, voilà, on est à une échelle où on peut vraiment faire une différence. Et ce sera le mot de la fin, messieurs, pour cette séquence Institut Paris Région. Merci infiniment, Nicolas Bocquet. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour votre collaboration. Merci à vous. Merci. Et sur ces merci, tu le sais Christophe, c'est désormais le moment de clore notre séance plénière, cette émission SIG 2023, un géo-événement qui se termine évidemment avec ta conclusion. Merci Marjorie. Effectivement, je vais conclure cette matinée, tout d'abord en vous confirmant que nous vivons tous une époque passionnante, pleine de défis, de problèmes à résoudre, mais aussi pleine d'opportunités. Elle est passionnante car notre domaine, la géomatique, évolue vite. Les frontières reculent, nos capacités à comprendre, à décider et à agir sont régulièrement augmentées par la technologie, par les data, par les données, mais bien sûr, et je ne l'oublie jamais, par la science. Vous, les géomaticiens, vous êtes bien sûr les explorateurs de ces dernières frontières et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner au succès de tous vos projets. Alors, cette session plénière, elle se termine et comme les années précédentes, elle a été encore plus tournée vers vos projets et vos usages. Pour ceux d'entre vous qui seraient un peu frustrés et qui attendent de la techno, de la vraie, je ne peux que vous recommander la session Actualité et évolution du système ARGIS, un deep dive, comme on dit, sur l'actualité produit, les directions stratégiques, les innovations technologiques d'Esri. C'est demain, le 11 octobre, de 9h30 à 11h. Alors, je
voudrais remercier chaleureusement les utilisateurs Esri qui ont contribué au contenu de la matinée à distance ou avec nous sur le plateau ce matin. Je voudrais aussi remercier évidemment toute l'équipe qui m'a accompagné ce matin ici dans le studio pour les démonstrations, pour la création de cette session plénière. Remercier chaleureusement Marjorie pour sa collaboration. Et enfin, je vous remercie, vous, de votre attention et vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente conférence SIG 2023. Alors, on se retrouve juste après, à 12h, pour le débrief en direct de notre studio à Meudon. Bonne conférence.